Il n'y a personne de plus tragique que cette fille. Un soir, en rentrant des cours, elle assiste impuissante au meurtre de ses parents. Le tueur est juste devant elle, mais elle ne peut rien faire. Elle tremble, paralysée, pendant qu'il caresse son visage. Mais lorsque l'homme tente de l'étrangler pour l'éliminer, l'instinct de survie de Shorim se réveille. Elle se débat de toutes ses forces pour s'enfuir. Le tueur parvient à arracher son badge. Cependant, en la voyant se faire renverser par une voiture, il pense qu'elle sera amenée à l'hôpital et décide de s'y rendre pour l'éliminer. Ce qu'il ne prévoit pas, c'est qu'il tue par erreur la sœur de Mugak, car par un cruel hasard, elle porte exactement le même nom que Shorim. Quelques jours plus tard, la police retrouve les corps des parents de Shorim sur une plage, sans aucune trace laissée par le meurtrier. Ainsi, pour retrouver le meurtrier, le chef de la police décide de devenir le père adoptif de Shorim. À ce moment-là, Shorim, après 6 mois de coma, se réveille enfin, mais elle a tout oublié, et l'une de ses pupilles est devenue verte. Fait étrange, cette longue période d'inconscience, accompagnée d'une amnésie totale, lui laisse un nouveau pouvoir surnaturel, celui de voir les odeurs et de remonter à l'origine de chaque événement. Elle accorde toute sa confiance au chef de la police, qu'elle considère comme son vrai père. Shorim entre alors dans une phase de rééducation, et finit par retrouver une vie à peu près normale. Toutefois, elle doit porter des lentilles chaque jour pour dissimuler son œil vert. Aussi mystérieux que remarquable, le chef de la police, lui, la soigne et la protège comme une véritable fille. Quant à Mugak, dévasté par la perte de sa sœur, il décide de devenir policier à son tour, dans l'espoir qu'un jour, il pourra lui-même retrouver le tueur et lui faire payer. Revenons à Shorim, elle rêve un jour de pouvoir monter sur la scène principale pour jouer dans une pièce de théâtre, mais contre toute attente, le metteur en scène ne l'engage que pour faire le ménage dans la troupe. Cependant, au fil du temps, la situation de la troupe se dégrade de plus en plus. Le directeur finit alors par lui offrir une chance. Si elle parvient à imaginer une pièce originale et captivante, elle pourra jouer, peu importe son manque d'expérience. De son côté, Mugak, après 5 jours de planque devant une supérette, finit par tomber nez à nez avec le criminel, mais après 5 jours sans sommeil, il n'a même plus la force de garder les yeux ouverts. Il s'effondre au sol, à bout de force. Ses 2 collègues, qui étaient censés l'épauler depuis l'extérieur, sont trop occupés à appeler leur femme au téléphone. Ce n'est que maintenant qu'il remarque la présence du suspect. Malheureusement, au moment de le poursuivre, il trébuche et tombe au sol. C'est clairement à cause de leur négligence, mais de retour au commissariat, il rejette toute la faute sur Mugak, bien qu'il ne soit qu'un simple agent de patrouille, tandis que font partie de l'unité des crimes majeurs. Le chef de la police ne cherche même pas à comprendre, il frappe directement Mugak d'un coup de poing. Ensuite, il l'emmène dans le couloir et lui demande franchement pourquoi il veut tant intégrer l'unité des crimes majeurs. Mugak répond sans détour, il veut reconstituer une affaire ancienne pour faire justice, mais le chef, toujours en colère, ne l'écoute même pas et lui interdit catégoriquement de traîner autour de son équipe. Pourtant, Mugak n'a aucune intention d'abandonner. Si on ne lui permet pas d'arrêter les criminels officiellement, alors il le fera dans l'ombre, sauf qu'il ne s'attendait pas à se faire percuter par Shorim. Il s'effondre au beau milieu de la rue. Shorim descend précipitamment de la voiture, paniqué, et demande à Mugak s'il va bien, mais celui-ci ne répond pas. À la place, il prend directement le volant de sa voiture pour poursuivre le criminel, obligeant Shorim à monter à bord avec lui. Le problème, c'est que ce n'est même pas sa voiture, elle appartient à une collègue très stricte de la troupe de théâtre. Mugak conduit à toute vitesse, collant de près le suspect, ce qui terrifie Shorim. Le criminel comprend vite qu'il ne pourra pas s'échapper s'il continue ainsi, alors il abandonne son véhicule pour s'enfuir à pied par un raccourci. Mugak le poursuit immédiatement, mais finit par le perdre de vue. À ce moment-là, Mugak ne se soucie absolument pas de Shorim. Pourtant, contre toute attente, c'est elle qui l'aide à retrouver la piste du fuyard, simplement en analysant l'odeur laissée sur le volant. Grâce à son don, elle est capable d'indiquer la direction exacte que le criminel a prise. Elle peut même raconter avec précision ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt. Mugak a failli attraper le voleur alors qu'il cambriolait un salon de coiffure, ce qui l'a profondément étonné. Mugak décide alors de lui faire confiance, mais en montant à l'étage par l'ascenseur, il perd sa trace. N'ayant pas d'autre choix, Shorim se déguise en homme et entre avec Mugak dans le vestiaire des hommes pour continuer à suivre la trace olfactive du criminel. Grâce à la capacité particulière de Shorim, ils finissent par retrouver le voleur initial. Celui-ci fait semblant de ne rien savoir pour tenter de s'échapper, mais Mugak lui fait un croche-pied et le fait tomber lourdement au sol, même si c'est Mugak qui l'a arrêté. Ce sont 2 inspecteurs de la brigade criminelle qui s'attribuent tout le mérite. Dégoûté, Mugak n'a plus envie de faire quoi que ce soit, mais Shorim insiste pour l'emmener à la clinique, craignant qu'il ait subi un traumatisme crânien. Après l'examen, l'infirmière prend Shorim à part, la prenant pour la petite amie de Mugak, afin qu'elle écoute les explications du médecin. Celui-ci annonce que Mugak souffre d'une luxation de l'épaule et a dû recevoir 15 points de suture, mais étrangement, il ne semble ressentir aucune douleur. En sortant de la clinique, Mugak et Shorim croisent un médecin au comportement étrange. Il s'agit en réalité de l'homme qui était présent à l'hôpital la nuit où la sœur de Mugak a été assassinée. Pourtant, Mugak passe devant lui sans le reconnaître. Un peu plus tard, au café, les deux échangent leur numéro de téléphone, mais Mugak ne peut s'empêcher de se demander comment Shorim a su où se trouvait le voleur et ce qu'il avait fait. Shorim répond que ce n'est qu'un pur hasard, mais en réalité, Mugak lui non plus n'est pas quelqu'un d'ordinaire, tandis que Shorim se brûle la langue avec son café trop chaud. Mugak, lui, le boit d'une traite sans la moindre gêne. C'est seulement une fois dehors que Mugak apprend le prénom de la jeune femme, Shorim. Ce nom le fiche sur place, il se remémore alors douloureusement
sa petite sœur disparue. Shorim, sans comprendre pourquoi les yeux de Mugak deviennent rouges, s'incline poliment avant de partir. De retour au commissariat, Mugak se fait frapper à la jambe par son chef pour avoir osé arrêter le voleur à la place de l'équipe de la brigade criminelle, mais en voyant le visage impassible de Mugak, le capitaine se met encore plus en colère. Il lui confie alors une affaire extrêmement difficile, avec un ultimatum: s'il ne la résout pas en 10 jours, il n'intégrera jamais la brigade. Toute l'équipe a déjà abandonné l'affaire faute d'indices, et voilà qu'on la confie à Mugak tout seul. Le chef veut clairement lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance, mais même une faible opportunité, Mugak est prêt à la saisir. De son côté, Shorim n'est pas au bout de ses peines. Sa colocataire, une femme au caractère bien trempé, hurle contre elle parce qu'elle a abîmé sa voiture. Juste après, c'est au tour du directeur de la troupe de théâtre de la réprimander. Si elle ne prépare pas rapidement son scénario, il sera impossible de monter la pièce, et en plus, il faut encore trouver un partenaire pour jouer avec elle. Shorim affirme qu'elle a un ami prêt à jouer, mais à sa grande surprise, le directeur exige de le rencontrer. S'il ne vient pas demain, cela voudra dire qu'elle a menti, et elle sera immédiatement renvoyée de la troupe. Cette menace plonge Shorim dans l'angoisse. Dans sa panique, elle se souvient soudain du visage déterminé de Mugak lorsqu'il attrapait le criminel. Elle décide alors qu'il sera son partenaire sur scène. Aussitôt, elle lui envoie un message pour lui proposer un rendez-vous, mais peu importe combien de fois elle lui écrit, Mugak ne répond pas. Il est bien trop occupé à manger, et son appétit est tout simplement monstrueux. À lui seul, il dévore l'équivalent de 5 ou 6 portions. Après avoir bien mangé, Mugak rejoint Shorim. Il est très surpris qu'elle sache qu'il vient tout juste de dévorer une énorme quantité de nourriture, mais Shorim ne lui laisse pas le temps de poser des questions. Elle entre directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'il accepterait de jouer une pièce de théâtre avec elle? Si Mugak accepte de jouer, il n'aura pas à payer les frais de réparation de la voiture, mais à ce moment-là, Mugak n'a clairement pas le temps pour faire du théâtre. Il est déjà submergé par l'enquête qu'on lui a confiée. Alors que Shorim s'éloigne, déçu, Mugak lui envoie un message. En réalité, il voulait écrire à son commissaire pour lui dire que l'affaire est trop difficile et qu'il préfère abandonner, mais il se trompe de destinataire et l'envoie à Shorim par erreur. En découvrant cela, Shorim fait aussitôt demi-tour pour proposer un nouveau marché à Mugak. S'il accepte d'être son partenaire sur scène, elle l'aidera à retrouver le vrai coupable. Mugak hésite car il a déjà été témoin des capacités spéciales de Shorim. Puisque tout partenariat doit se baser sur la confiance, Shorim décide de révéler à Mugak son secret. En réalité, son pouvoir de prémonition consiste à voir les odeurs et en déduire les faits. Mugak reste sceptique. Il lui propose donc un test. Il va sortir se cacher quelque part, et si elle parvient à le retrouver, alors il acceptera de collaborer avec elle. Pour Shorim, c'est un jeu d'enfant, car en entrant dans le café un peu plus tôt, Mugak avait marché sur du café renversé. Il suffit donc à Shorim de suivre cette trace olfactive pour le retrouver. C'est à ce moment-là que Mugak commence enfin à croire en son don. Il lui dit même qu'elle a un nez sacrément affûté, mais Shorim précise aussitôt: elle ne sent pas les odeurs, elle les voit. Mugak a du mal à y croire. Il invente alors un autre test absurde. Elle doit se boucher les narines avec du papier et attraper un bonbon dans un gobelet. Pour le convaincre, Shorim n'a d'autre choix que de s'exécuter, et ce n'est qu'à ce moment-là que Mugak lui accorde enfin toute sa confiance. Shorim donne à Mugak une sélection de pièces qu'elle a en tête pour qu'il puisse choisir librement celle qu'il préfère. Elle lui précise simplement qu'il n'a qu'à mémoriser le rôle principal masculin. Pendant ce temps, dans une pièce close, une célèbre top modèle est retenue prisonnière dans un état de panique. Elle crie à l'aide, mais personne ne l'entend. Au commissariat, la brigade criminelle et l'équipe d'enquête discutent ensemble de cette affaire. La victime n'est pas la seule. Un autre homme a également disparu. Ils évoquent aussi l'ancienne affaire du meurtre des parents de Shorim, qu'ils soupçonnent d'être liés, peut-être commise par le même tueur. Ce qui relie toutes ces affaires, c'est que les corps ont tous été découverts 7 jours après leur disparition, et que la cause de la mort est toujours l'asphyxie. Cette réunion exceptionnelle réunit les deux équipes car le meurtrier agit selon un schéma précis. Tous les 12 mois, il fait une nouvelle victime, et le moment est justement venu. La police décide donc de concentrer toutes ses ressources pour stopper ce tueur en série avant qu'il ne frappe à nouveau. Actuellement, les deux personnes portées disparues sont un passager et la top modèle, donc il faut absolument les retrouver avant tout. À la fin de la réunion, Mugak lève la main et pose une question: le code barre gravé par le tueur sur le poignet des victimes, est-ce juste une fantaisie ou bien a-t-il une réelle utilité? Ce n'est qu'à ce moment-là que la procureure commence à envisager cette possibilité. Quant aux deux chefs d'équipe, ils sont furieux. Pour eux, Mugak n'a rien à faire dans cette salle réservée à la brigade criminelle, puisqu'il n'est qu'un simple agent de patrouille, mais dès que le chef d'équipe est de retour, Mugak en profite pour lui demander de remplacer son test actuel par une mission concrète: retrouver les personnes disparues dans cette affaire. Comme la brigade est en sous-effectif et qu'elle est en compétition constante avec l'équipe d'enquête, le chef accepte finalement de lui donner une chance. Avant sa disparition, la top modèle s'était rendue à plusieurs reprises dans une clinique. Mugak et ses collègues décident donc de s'y rendre immédiatement. Arrivé sur place, Mugak se rend compte que ce n'est autre que la clinique où il s'était rendu quelques jours plus tôt. Les policiers montrent la photo de la top modèle à l'infirmière, qui la reconnaît immédiatement. Elle était une patiente du docteur Baek-kyung, mais cela fait quelque temps qu'elle ne vient plus, et le docteur Baek-kyung, lui, a pris 4 jours de congé. En plus, ce médecin ne possède pas de téléphone portable, ce qui rend toute tentative de contact impossible. Pendant ce temps-là, le docteur en question suit discrètement Shorim. Il semble avoir compris quelle est la jeune fille qu'il n'avait pas réussi à tuer autrefois,
mais Shorim, elle, ne se doute de rien, elle ressent seulement une odeur nauséabonde qui l'inquiète un peu, sans en deviner la véritable origine. Puis, comme prévu dans leur accord, Shorim rejoint Mugak pour l'aider dans son enquête sur la disparition de la top modèle. À l'hôtel où la top modèle avait séjourné pour la dernière fois, deux amies actrices remettent à Shorim une robe et des parfums que la disparue avait l'habitude d'utiliser. Comme elle avait la manie de mélanger plusieurs parfums, l'odeur qui en résulte est unique, ce qui pourrait aider Shorim à la localiser plus facilement. De retour au commissariat, Shorim sent cette odeur particulière sur un jeune homme qui passe à côté d'elle. Elle avertit immédiatement Mugak qui n'hésite pas une seconde et plaque le garçon au sol. Heureusement, deux policiers interviennent à temps pour expliquer qu'il s'agit du petit ami de la top modèle. G, loin de leur en vouloir, demande simplement qu'on retrouve sa petite amie au plus vite. L'air triste et inquiet, l'affaire de Mugak étant momentanément résolue, il est temps de s'occuper de la pièce de théâtre de Shorim. Malgré son air sérieux et son visage impassible, Mugak surprend tout le monde par son talent de comédien. Il incarne parfaitement le personnage principal du scénario écrit par Shorim, exactement comme elle l'imaginait. Même le directeur de la troupe, en l'observant, ne peut cacher sa surprise. Le directeur de la troupe ne peut s'empêcher de s'exclamer « Mugak joue vraiment bien ». Après avoir sauvé Shorim d'une exclusion du théâtre, Mugak retourne en vitesse au commissariat pour repartir avec ses deux collègues à la poursuite d'un suspect. Sur place, Mugak ne perd pas de temps et menotte immédiatement l'homme avant de le faire monter dans la voiture. Pourtant, il s'avère que ce dernier avait simplement trouvé la carte bancaire de la top modèle par terre et s'était permis de passer une soirée luxueuse à l'hôtel. L'homme conduit alors les policiers à l'endroit où il avait ramassé la carte. Effectivement, ils y trouvent un portefeuille féminin. Mugak montre la pièce à conviction à Shorim. Les policiers supposent que le portefeuille provient de la forêt, mais Shorim affirme qu'il vient plutôt d'un endroit avec de l'eau. Mugak, lui fait entièrement confiance et court prévenir son supérieur qu'il ne faut pas chercher dans la forêt, mais dans un lieu avec une source ou un ruisseau. Mugak explique que le portefeuille a été retrouvé dans un endroit sec parce qu'un chien blanc l'aurait rapporté depuis la rivière. Cette remarque fait rire tout le monde. Le chef d'équipe pense que Mugak plaisante et se met en colère. À ce moment-là, Shorim appelle en urgence Mugak. Elle vient de se rendre compte que le portefeuille n'est pas en cuir mais en tissu, ce qui signifie que l'odeur de cuir qu'elle avait perçue auparavant venait en réalité de la peau humaine. Alors que l'équipe de policiers monte dans la forêt pour poursuivre les recherches, Mugak et Shorim décident plutôt de longer la route nationale. Ils finissent par découvrir une rivière, et effectivement, Mugak trouve un phare de voiture brisé, preuve qu'un accident s'est produit à cet endroit. De son côté, Shorim perçoit l'odeur de la top modèle en contrebas. En suivant cette piste olfactive, Shorim glisse presque, mais Mugak la rattrape juste à temps dans ses bras. Shorim reprend son calme, puis elle désigne la rivière en contrebas. Selon elle, le corps pourrait bien s'y trouver. L'information est immédiatement transmise au chef d'équipe. Peu après, la police arrive sur place et remonte une voiture du fond du lac. À l'intérieur, ils découvrent effectivement le corps de la top modèle disparue. La procureure se rend sur les lieux et constate qu'un code barre est gravé sur le poignet de la victime, ce qui confirme que l'affaire est bien l'œuvre du même tueur. Malheureusement, la police est arrivée trop tard. Grâce à son rôle décisif dans la découverte de la victime, Mugak est officiellement intégré à l'équipe spéciale formée par la procureure elle-même, ce qui fait désormais de lui l'égal du chef de la police. Après avoir quitté les lieux, Shorim rentre chez elle et achète des brioches pour son père, qui se révèle être un ancien collègue de la procureure. Les deux se rencontrent. La procureure souhaite retrouver le témoin encore en vie du meurtre du couple. Un an auparavant, il s'agit de Shorim, mais l'officier Choi, qui considère Shorim comme sa propre fille, refuse que la jeune fille ravive ses souvenirs douloureux. Il rejette donc la requête de la procureure en affirmant que cette témoin est morte. La procureure insiste, le tueur court toujours, et il vient de faire une nouvelle victime. Le seul témoin doit donc être protégé à tout prix. Elle ne croit pas une seconde que la jeune fille soit morte et laisse un délai à l'officier Choi pour réfléchir. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le tueur est en réalité un médecin, un homme à qui l'on confierait sa vie sans hésiter. Il a vu les infos concernant la découverte du corps de la top modèle. Sur son bureau, un billet posé à côté de lui révèle qu'il compte assister à la pièce de théâtre dans laquelle joue Shorim. Mugak commence à soupçonner le docteur Baek-kyung, mais ce dernier ne montre aucune peur et va même jusqu'à se présenter devant lui. Mugak l'interroge, quel est son lien avec le mannequin, car c'est à lui que la victime a passé le plus d'appels avant de disparaître. G explique alors que sa petite amie souffrait du dos, ce qui explique sa proximité avec le médecin. Quant à son absence de 4 jours, il aurait simplement pris des vacances sur l'île de Jeju, faute de preuves. Mugak est obligé de repartir. En allant retrouver Shorim plus tôt que prévu, il lui sauve involontairement la vie. Le médecin s'était déjà rapproché d'elle et s'apprêtait à sortir un objet suspect de sa poche pour la poignarder. Heureusement, Shorim sent une odeur d'hôpital émaner de lui, ce qui alerte Mugak. Il le prend alors en chasse, mais sans succès. Plus tard, Mugak décide d'emmener Shorim dîner. Il en profite pour lui offrir une paire de lunettes vraies de vraies, en remplacement de celles qu'il avait accidentellement cassées, des lunettes bon marché qu'elle portait la dernière fois. Alors que Shorim s'essuie les yeux, elle laisse tomber par accident sa lentille de contact, révélant ainsi un œil bleu étrange. Un petit garçon à la table voisine, intrigué par la couleur de ses yeux, s'écrie qu'elle est un monstre, blessant profondément Shorim. Bouleversée, elle se couvre le visage et s'enfuit en courant. Mugak ramasse rapidement la lentille et part à sa poursuite. Il la retient par la main et lui dit de ne pas avoir peur d'être perçu comme bizarre, car lui aussi est quelqu'un de bizarre, et ça ne pose aucun problème. C'est la première fois qu'un inconnu ne la juge pas sur son apparence, ce qui réchauffe le cœur de Shorim. Ce soir-là,
tous deux s'installent au bord d'un lac et Mugak lui confie son passé douloureux, il a perdu sa petite sœur, et la police n'a même pas lancé d'enquête, ce qui l'a plongé dans un profond désespoir. Il a alors tenté de mettre fin à ses jours en restant immergé plusieurs jours sous l'eau. Après 5 jours sans sommeil, passés entièrement sous l'eau, Mugak est tombé dans le coma et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais 10 jours après son réveil, Mugak a perdu la capacité de ressentir la douleur et le goût. Shorim aussi a vécu quelque chose de semblable. Elle raconte avoir eu un accident de voiture et n'être sortie du coma que 6 mois plus tard. En ouvrant les yeux, elle s'est rendue compte qu'un de ses yeux était devenu bleu et qu'elle pouvait voir les odeurs. Ayant chacun leurs blessures profondes, ils se rapprochent très vite. Une fois la tristesse envolée, Shorim entraîne Mugak dans un café pour répéter une pièce. Cette fois, elle a même apporté des accessoires un peu étranges. Mugak se montre très coopératif, il connaît déjà tout le texte et répète avec sérieux aux côtés de Shorim. De retour au commissariat, Mugak entre dans la salle d'interrogatoire et ressort ses accessoires pour continuer à jouer, sans se rendre compte que la procureure se tient juste dehors. En le voyant, elle pense en silence que Mugak doit avoir un problème mental. Retour à l'enquête, après l'autopsie, la police découvre une clé dans l'estomac du mannequin. Cette clé, est-ce qu'elle l'a avalée pour cacher quelque chose, ou est-ce que le tueur l'a forcé à le faire? La procureure donne immédiatement l'ordre à Mugak d'aller récupérer le dossier médical de la victime à l'hôpital. Bien que Baek-kyung soit un médecin proche du mannequin, il montre des signes d'évitement dès que Mugak mentionne son nom. Au même moment, les deux autres policiers se rendent au domicile de la victime. Ses deux meilleurs amis leur expliquent que la clé servait à ouvrir une boîte contenant un journal intime, mais celui-ci est complètement vide. L'une d'elles ajoute que, à part elles deux, le petit ami du mannequin venait souvent ici. À ce moment-là, Mugak est en route pour aller jouer la pièce de théâtre avec Shorim, comme promis, mais il est interrompu par un appel. On lui demande de se rendre chez le petit ami de la victime pour l'interroger au sujet du journal. Au théâtre, Shorim attend Mugak avec une grande inquiétude. Après avoir interrogé G et appris que le journal intime n'est pas chez lui, Mugak se précipite vers la troupe de théâtre, mais il arrive trop tard. Faute de partenaire de scène, Shorim est obligée de jouer seule, devenant ainsi la risée de tous. Elle est immédiatement éliminée. Lors de la fête de la troupe, elle est même renvoyée publiquement par le directeur, sous les yeux de tout le monde. Quand Mugak arrive enfin, une comédienne lui apprend que Shorim a été abandonnée par tout le monde et que le directeur a interdit à quiconque de s'associer à elle. Voyant Shorim, triste et ivre, Mugak se sent profondément coupable. Elle l'a aidé, mais lui, il a manqué à sa promesse. Pour lui remonter le moral, Mugak l'emmène faire un tour de manège au parc. Il se reproche encore son erreur, tandis qu'elle rit et pleure à la fois. Ensuite, Mugak est obligé de porter Shorim sur son dos pour la ramener chez elle. La courte distance fait battre son cœur un peu plus vite, mais comme il ne connaît pas l'adresse de Shorim, il décide de l'emmener au commissariat. Pendant ce temps, la procureure est toujours là, absorbée par sa recherche de la fille du couple assassiné, la première affaire du tueur en série. Quand Mugak vient la saluer, Shorim sort également de la pièce. C'est justement la jeune fille que la procureure cherche, la seule témoin encore en vie de cette affaire, mais aujourd'hui, Shorim a changé de nom et elle ne porte plus de frange. Alors la procureure croit qu'elle se fait des idées et qu'elle la confond, et pendant cette nuit fatidique, le tueur frappe encore. Cette fois, c'est une passagère qui devient sa nouvelle victime. Le lendemain matin, à peine Shorim ouvre les yeux qu'elle se retrouve entourée de policiers. Mugak se précipite aussitôt pour expliquer que Shorim est une connaissance à lui. Honteuse, elle s'enfuit en courant. Mugak la poursuit pour lui rendre son téléphone. Écartée de la troupe, Shorim est bouleversée et reproche à Mugak de ne pas avoir tenu sa promesse. Elle lui donne une gifle, mais c'est sa main à elle qui finit par souffrir. Elle lui lance « Toi, tu ne ressens même pas la douleur, alors que moi, je ressens toute l'humiliation ». Elle ajoute qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Conscient d'avoir causé du tort à Shorim, Mugak se rend directement auprès de la troupe pour supplier le directeur de la reprendre, affirmant que tout est de sa faute. Le directeur accepte mais à une seule condition, Mugak doit le faire rire. Tous les membres de la troupe pensent que c'est une mission impossible, car personne n'a jamais réussi à faire rire ce directeur. Mais à peine sont-ils sortis qu'ils entendent le grand éclat de rire du chef d'équipe. Ensuite, celui-ci sort avec Mugak et le félicite. « Tu es vraiment drôle, toi ». Le chef d'équipe est aussi un homme de parole. Très rapidement, il rappelle Shorim pour qu'elle reprenne le travail, mais à une condition, qu'elle collabore avec Mugak. Ce matin, elle l'a pourtant insulté sans ménagement, et maintenant, elle doit lui demander de revenir jouer avec elle. Shorim apporte des boissons à toute l'équipe des affaires criminelles, puis donne le reste à Mugak, espérant qu'il lui pardonnera. Mugak fait semblant d'être vexé et exige qu'elle l'emmène manger dans un buffet. Alors qu'ils mangent, ils reçoivent un appel. Le corps du passager a été retrouvé. La police a donc encore une fois un train de retard sur le criminel, qui a eu le temps de faire une nouvelle victime. Il donne un surnom au tueur, le meurtrier au code barre. Shorim dit à Mugak qu'une odeur de charbon grillé se dégage du corps de la victime. Il se rend alors immédiatement dans plusieurs restaurants de viande grillée. Une propriétaire reconnaît l'homme. Il est venu manger dans son établissement il y a 2 jours. Elle ajoute que l'uniforme que portait ce client est celui d'une salle de sport située non loin de là. Mugak s'y rend aussitôt pour enquêter, mais là, on lui dit que l'homme sur la photo n'est plus venu s'entraîner depuis longtemps. Mugak se pose alors des questions. Cela signifie que la victime ne vit probablement pas dans ce quartier. Alors pourquoi portait-elle encore l'odeur de viande grillée datant seulement de 2 jours? Pendant ce temps, Shorim est parti voir sa meilleure amie. À peine arrivée, celle-ci lui demande quelle est la nature de sa relation avec Mugak, mais Shorim, elle, reste silencieuse, sans rien dévoiler. En sortant, Shorim aperçoit un petit chien adorable et le suit jusqu'à
se fouler la cheville en courant après lui. Le chien appartient à Jae, et comme ils se croisent par hasard, il l'emmène chez un ami médecin pour faire examiner son bras. Le médecin en question n'est autre que le docteur Baek-kyung. Jae part chercher son animal de compagnie, laissant Chorim seul à la clinique. Le docteur Baek-kyung lui soulève la manche et découvre une cicatrice chirurgicale sur son bras. Il en déduit qu'elle a subi une opération lourde à la suite d'une fracture. Ce détail renforce ses soupçons. Il est maintenant presque certain que Chorim est bien la lycéenne d'il y a quelques années. Au même moment, l'enquête sur la mort de l'homme progresse. Ce soir-là, un mendiant a vu deux hommes dont l'un portait l'autre sur son dos. Ils ont même laissé tomber une clé par terre. Le mendiant l'a ramassée avant de la jeter dans les buissons. Le lendemain matin, la police découvre le corps. La procureure met alors en place un plan. S'il a laissé tomber la clé, le meurtrier reviendra forcément sur les lieux du crime pour la récupérer. C'est pourquoi, le soir même, les enquêteurs se déguisent en civil et patrouillent autour de la scène du crime pour attraper le coupable. Mais le véritable meurtrier, lui, est en train d'assister à une démonstration culinaire de Jae avec Chorim. En effet, dans la matinée, Chorim a retrouvé l'animal de compagnie de Jae en suivant une odeur. Pour la remercier, il veut maintenant lui préparer un repas. Pendant que le tueur savoure tranquillement son dîner, la police veille toute la nuit pour essayer de le coincer. Même s'il ne retrouve ni la clé ni le coupable, il tombe sur un stylo à l'allure luxueuse, abandonné sur les lieux. Peu après, la police arrête immédiatement le docteur et l'emmène au poste, car ses empreintes digitales correspondent à celles retrouvées sur le stylo. Pourtant, l'heure du décès de la victime ne coïncide pas avec le mode opératoire habituel du meurtrier qui laissait les corps être découverts 7 jours après le crime. Pendant ce temps, Chorim est à la salle de sport. Là, elle perçoit une odeur étrange émanant du coach et appelle aussitôt Mugak. Dès qu'il arrive, il lui passe les menottes et commence à exposer les faits. Cet homme est en réalité le frère cadet du policier Ji-seok, membre de la même équipe que Mugak. Le coach a étranglé la victime, furieux que celle-ci ne rembourse pas ses dettes, puis a demandé à son frère de l'aider à couvrir l'affaire. Le policier Ji-seok avait fait porter sa propre veste à la victime, et comme il y avait une odeur de bébé sur ses vêtements, cela explique pourquoi le corps portait à la fois une odeur de viande grillée et une odeur de bébé. Pour protéger son frère, Ji-seok a entaillé le poignet de la victime avec un couteau pour faire croire que c'était l'œuvre du tueur au code barre. Il a ensuite transporté le corps jusqu'au parc, avant de faire semblant de tomber par hasard sur le stylo, dans le but d'accuser le docteur. Les faits étant trop clairs, l'entraîneur n'a plus rien à dire pour se défendre. Mugak l'arrête et le ramène au poste. De son côté, Ji-seok, comprenant que toute la vérité est révélée, éclate en sanglots pour son frère, mais désormais, ses larmes ne peuvent plus rien changer. Après cette affaire, Chorim veut aller voir Mugak, mais quand elle arrive, elle le voit en train de rire et discuter joyeusement avec la procureure. À cet instant, un petit vide se forme dans son cœur. C'est à partir de ce moment-là que Chorim se rend compte qu'elle commence à avoir des sentiments pour Mugak. Le lendemain matin, elle est invitée à l'inauguration du nouveau restaurant du chef Jae. Plusieurs policiers qu'il connaît sont également conviés, compris Mugak, mais à peine arrivé, un autre chef tombe du haut de l'étage directement sur sa voiture. Mugak lève les yeux et croise le regard de Jae. En réalité, ce n'est pas Jae qui a tué, il était entré dans la cuisine pour chercher le chef, mais ne l'a pas trouvé. En montant sur la terrasse, il découvre que l'homme venait de tomber dans le vide. Jae est sous le choc, tandis que Mugak, lui, le considère immédiatement comme le principal suspect, mais Chorim, d'un seul regard, devine que Jae n'est pas le meurtrier. Le corps de la victime dégage une odeur associée à l'étranglement, alors que les mains de Jae ne portent aucune odeur. En réalité, le véritable meurtrier, c'est l'homme à lunettes qui a bousculé Chorim et fait tomber son téléphone. Immédiatement, Chorim va trouver Mugak pour lui faire part de son intuition, mais Mugak n'a aucun moyen d'agir, car lorsqu'il est monté sur la terrasse avec les autres policiers, il n'y avait que Jae sur place. De retour au poste, Mugak commence à interroger Jae. Il lui tend la bouteille d'eau que Chorim voulait lui donner, tout en lui expliquant qu'elle ne le considère pas comme un suspect. Pendant que Jae est détenu, Chorim passe chez lui pour récupérer le petit chien afin de s'en occuper. Là, elle repère une trace d'odeur appartenant à la top modèle, à l'intérieur d'un fût de vin, mais elle n'y prête pas vraiment attention, pensant qu'il s'agit simplement d'un reste de parfum dû à leur relation amoureuse. En sortant de la maison, elle tombe sur le docteur Baek-kyung, venu récupérer un rapport financier à la demande de Jae. Ce rapport pourrait nuire gravement à la carrière de Jae, il est donc impensable de le laisser tomber entre les mains de la police. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le docteur Baek-kyung s'est rendu chez Jae. Le document en question était caché dans le fût de vin. Au poste de police, les enquêteurs commencent à soupçonner Jae d'avoir volé le journal intime de la top modèle, car ils savaient que le nom du meurtrier y était mentionné. Pendant ce temps, alors qu'elle fait du shopping, Chorim aperçoit l'homme à lunettes de l'autre jour. Elle le suit discrètement jusque dans une ruelle, mais il finit par remarquer sa présence. Alors elle prend la fuite. Chorim se cache dans un coin et envoie un message de détresse à Mugak, mais la voiture dans laquelle elle s'est dissimulée démarre, la forçant à changer de cachette. L'homme aux lunettes, armé d'un couteau, la menace. Chorim court se réfugier dans des toilettes publiques. Elle retient sa respiration, terrifiée, cachée dans une cabine, mais soudain, l'homme grimpe sur le mur, passe la tête au-dessus de la cloison, et Chorim sursaute de peur. Alors que l'homme saute à l'intérieur de la cabine, Mugak arrive à l'extérieur, il appelle Chorim, mais le suspect la menace avec un couteau sous la gorge pour l'empêcher de répondre. Mugak remarque une cabine fermée, ce qui éveille ses soupçons, mais au lieu d'agir immédiatement, il fait semblant de sortir, puis revient brusquement et défonce la porte, tirant le suspect hors de sa cachette. Une bagarre éclate entre les deux, mais comme le suspect est armé, Mugak ne peut pas agir trop brusquement,
et le laisse finalement s'échapper. Il réprimande Shorim, lui disant qu'elle n'aurait jamais dû le poursuivre seule et qu'elle aurait dû alerter la police immédiatement, c'est bien trop dangereux, mais elle répond que si elle ne l'avait pas suivi, ils auraient perdu sa trace. Elle veut absolument découvrir l'identité du vrai coupable, pour que Gee, faussement accusé, soit rapidement libéré. Ensuite, elle tend un objet à Mugak, tout en lui révélant que c'est précisément l'odeur qu'elle a sentie dans le cou de la victime. Mugak fait semblant de la gronder, mais en réalité, il est très inquiet pour Shorim. En voyant son genou blessé, il court lui acheter un désinfectant, ce qui fait sourire doucement Shorim, touché par son attention. Pendant ce temps, la police commence à orienter son enquête vers le docteur Baek-kyung. Il découvre qu'il a vécu sur l'île de Jeju avec sa femme, mais après la mort de celle-ci, il a déménagé. La période où le docteur Baek-kyung travaillait sur l'île de Jeju correspond exactement au moment où la police y avait découvert les corps d'un couple, qui n'était autre que les parents de Shorim. La procureure confie à Mugak la mission de se rendre sur l'île pour enquêter sur ce que Baek-kyung aurait pu faire dans le passé. Arrivé à Jeju, Mugak se rend dans l'hôpital où le docteur travaillait auparavant et y apprend que ce dernier avait essayé de consulter le dossier médical d'un patient. Quand Mugak lit le nom de ce patient, il s'agit en réalité de Shorim, mais Mugak la confond avec sa propre sœur, car elle porte le même prénom. Ce n'est qu'en vérifiant l'année de naissance qu'il réalise son erreur, puisque la jeune fille est née 3 ans avant sa sœur. Malgré tout, Mugak est obligé de rentrer, faute d'avoir trouvé d'autres informations utiles. Selon les indications de Shorim, Mugak et ses collègues se rendent dans un magasin de fleurets. Comme prévu, ils arrêtent l'homme à lunettes et le ramènent menotté au commissariat. Mugak utilise alors son esprit brillant pour reconstituer la scène du meurtre du chef cuisinier tombé du toit. En fait, l'homme à lunettes faisait pression sur le chef pour qu'il utilise un produit interdit dans son restaurant. Comme ce dernier refusait, il a été étranglé. Quand le coupable lâche prise, il découvre que le chef est déjà mort, ce qui le plonge dans la panique. À ce moment-là, Gee monte à l'étage, pendant que l'homme à lunettes se cache derrière la porte puis profite de l'occasion pour s'enfuir. Ainsi, Gee devient le bouc émissaire du crime. Comme Mugak reconstitue les faits avec une précision implacable, l'homme à lunettes n'a plus aucun argument pour se défendre. Gee est alors libéré, et Shorim lui rend son petit chien. En guise de remerciement, Gee l'invite à venir travailler dans son restaurant. Avoir un travail rend Shorim très heureuse. Suite à cette affaire, Mugak informe la procureure que le docteur Baek-kyung a consulté le dossier médical d'une certaine In-sung, qui n'est autre que l'ancien nom de Shorim. Son nom actuel lui a été donné par son père adoptif. La procureure explique que cette jeune fille est la fille du couple assassiné près de la plage, et aussi la seule survivante ayant échappé au tueur en série. Mugak commence alors à raconter à la procureure l'histoire tragique de sa sœur, une fille morte simplement parce qu'elle portait le même prénom. Puis il raconte, puis il perd le contrôle de ses émotions. Finalement, il se précipite chez le docteur Baek-kyung et lui hurle au visage avec rage. La procureure doit le retenir de force, de peur qu'un autre drame n'éclate. Dans les moments de solitude et de nostalgie pour sa sœur, Mugak invite souvent Shorim à manger avec lui, même s'il ne ressent plus les saveurs. Le simple fait d'être à ses côtés le réconforte. Il lui offre aussi un ours en peluche qu'il a acheté spécialement pour elle. Shorim, tout excité, appelle immédiatement sa meilleure amie pour lui demander quand un homme et une femme vont manger ensemble et quand puis il offre un cadeau. Ça veut dire quoi? La réponse fuse. Ça veut dire qu'il t'aime. Sous les cerisiers en fleurs, avec le vent qui fait voler les pétales roses, Mugak repose sa tête sur les genoux de Shorim, puis la prend tendrement dans ses bras. Mais ce n'est qu'une belle scène imaginée par Shorim dans sa tête. Cependant, une vérité surprenante, encore inconnue de tous, commence à émerger. En réalité, le docteur Baek-kyung n'est pas le tueur. Son regard sur Shorim n'est pas celui d'un criminel, mais celui d'un homme rongé par la culpabilité. Autrefois, quand Shorim a été admise à l'hôpital, elle était dans le coma. Baek-kyung, désespéré de sauver sa femme atteinte d'insuffisance cardiaque, avait envisagé de prélever le cœur de Shorim. Mais au dernier moment, il n'a pas injecté le produit létal dans la perfusion de Shorim. Sa femme est décédée, mais le docteur Baek-kyung garde en lui une profonde culpabilité pour avoir, ne serait-ce qu'un instant, envisagé de prendre la vie de Shorim. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à être muté dans un autre hôpital, il écrit une lettre dans laquelle il raconte tout et demande pardon à Shorim. Pourtant, il n'ose pas la lui envoyer, il écrit simplement pour soulager sa conscience. Contre toute attente, une infirmière, venue lui apporter un livre, ramasse aussi la lettre par mégarde et la jette dans une boîte. Le lendemain, les déménageurs qui viennent récupérer les affaires du docteur Baek-kyung apportent par erreur une caisse de vin que Gee lui avait demandé d'aller chercher chez lui. Il la lui rapporte, pensant qu'elle lui appartient. Quand le docteur Baek-kyung l'ouvre pour vérifier, comme demandé, il se blesse accidentellement à la main et se met à saigner. Gee revient peu après, le docteur lui rend la caisse et quitte les lieux rapidement. Le véritable meurtrier révèle enfin son identité. Il ne s'agit de nul autre que le chef Gee. Dans la caisse se trouve en réalité le journal intime de la top modèle et une photo montrant la main d'une victime entaillée, mais Gee y découvre une trace de sang appartenant au docteur Baek-kyung. Il comprend alors que ce dernier a deviné qui il est vraiment. À ce moment-là, le docteur Baek-kyung prend la décision de ne plus partir. Il veut protéger Shorim, la seule témoin encore en vie. Il donne rendez-vous à Mugak à l'église, mais celui qui se présente à sa place, c'est Gee. Le docteur Baek-kyung, terrifié, essaie de fuir, mais Gee le retient de force. Sous la statue du Christ, un nouveau meurtre est commis. Lorsque Mugak arrive sur les lieux, il est trop tard. Il ne pourra plus jamais revoir le docteur Baek-kyung. 2 jours plus tard, Mugak, pris de curiosité, se rend à la clinique, mais il apprend que le docteur a déménagé depuis longtemps. Cette affaire est vraiment étrange. Mugak, craignant que le docteur Baek-kyung
Baek-kyung tente de fuir, appelle immédiatement le siège pour faire inscrire son nom sur la liste des interdictions de vol. Un collègue lui confirme que Baek-kyung avait réservé un vol pour le Sénégal, un pays d'Afrique, prévu pour ce matin, mais ne s'est jamais présenté à l'aéroport. Pourtant, après vérification, aucune trace de ses données personnelles n'apparaît dans le système, ce qui suggère qu'il a déjà quitté la Corée. Pendant ce temps, le meurtrier continue de cuisiner tranquillement. Il possède des mains capables de créer des plats délicieux, mais capable aussi de tuer avec une brutalité inouïe. Mugak va trouver Jae pour lui demander s'il a vu le docteur Baek-kyung récemment. Jae répond calmement que oui, il l'a vu il y a 2 jours. Il semble surpris en apprenant que Baek-kyung n'a pas pris l'avion comme prévu. Jae ignore qu'une lettre d'excuse destinée à Rim se trouve parmi les livres offerts par le docteur Baek-kyung. Il les confie alors à Mugak, mais ce dernier ne les rapporte pas au commissariat. Au poste de police, la procureure et Mugak découvrent enfin le système des codes barres gravés sur le bras des victimes. L'épaisseur des barres correspond à des chiffres. Les 3 premiers chiffres, 978, indiquent qu'il s'agit de livres publiés. La séquence suivante, 89, désigne la Corée du Sud. Et la combinaison 86,755 représente une maison d'édition spécifique. Autrement dit, les 5 codes barres inscrits sur les victimes renvoient tous à une même maison d'édition coréenne. Le dernier chiffre correspond à l'ordre de publication du livre, qui coïncide exactement avec l'ordre dans lequel les victimes ont été tuées, une preuve que le meurtrier possède une connaissance approfondie du monde de l'édition. Comme on pouvait s'y attendre, la pièce secrète de Jae est remplie de livres. Il s'intéresse aussi au code barre et s'apprête à tuer de nouveau pour compléter sa collection. Mugak devine rapidement qu'une 6e victime apparaîtra bientôt, car le moment où le meurtrier frappe approche, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la 6e victime soit précisément le suspect qu'il surveillait, le docteur Baek-kyung. La maison d'édition associée au code barre utilisé par le tueur porte un nom étrange, maison d'édition du 6e-7e dimanche. Or, cette maison a fait faillite il y a 20 ans, il devient donc crucial d'identifier la personne qui l'avait fondée. À la fin de la réunion, les collègues proposent d'aller manger ensemble, mais Mugak refuse. Il préfère consacrer son temps à une personne qui compte pour lui, Chorim. Ce soir-là, il a chargé la voiture du docteur Baek-kyung sur un grand camion, avant de se rendre au bord d'un lac pour pêcher. Pendant ce temps, il en profite pour se construire un alibi. Il engage un chauffeur de voiture privée pour aller chercher son propre véhicule au parking et le conduire jusqu'au restaurant. Au même moment, le sous-chef se trouve également sur place. Il voit la voiture du chef Jae sortir du parking, et croit alors que Jae vient tout juste de quitter sa maison pour aller acheter du vin. En seulement 20 minutes, Jae revient avec une bouteille de vin et des ingrédients de grande qualité pour le sous-chef, de quoi confirmer son alibi. Il ne serait sorti que pour faire quelques courses. Quand un tueur lit autant de livres, il devient redoutable, mais c'est justement maintenant que Jae révèle sa faiblesse. Il souffre d'une maladie qui l'empêche de reconnaître les visages. C'est seulement lorsque la personne parle que Jae comprend de qui il s'agit. C'est sans doute aussi pour cette raison qu'il a tué par erreur la sœur de Mugak autrefois. Contre toute attente, Jae avoue à Chorim qu'il souffre de prosopagnosie, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu la reconnaître lors de leur précédente rencontre. Il utilise cette excuse pour supplier Chorim de rester à ses côtés, afin de lui rappeler qui est qui chaque fois que quelqu'un se présente, pour qu'il puisse saluer les gens correctement. Naïve et gentille, Chorim accepte tout de suite. Après être passée au restaurant, elle doit se rendre en urgence au commissariat, car sa meilleure amie vient d'être accusée à tort de vol par son patron et ses collègues. Chorim se rend vite compte que l'un des collègues de son ami ment, c'est clairement lui qui a volé l'argent, mais il essaie de faire porter le chapeau à son ami. Cependant, ce collègue affirme avoir un alibi, il était en voyage avec son petit ami toute la journée d'hier, donc il ne pouvait pas être au magasin au moment du vol. Pour aider sa meilleure amie, Chorim emmène Mugak dans le parc d'attractions où la collègue affirme avoir passé la journée avec son petit ami. Mugak et Chorim imaginent alors un plan, prendre en photo tous les stands et décors du parc pour trouver une faille dans leur histoire. Du coup, ils passent toute la journée à s'amuser, à manger et à prendre des photos, mais ne repèrent aucune incohérence. Arrive enfin la dernière photo, celle où les couples doivent s'embrasser sur la joue. Chorim lance un défi à Mugak, et lui, sans se démonter, lui dit qu'il va vraiment l'embrasser, mais au moment où ils s'approchent, leur cabine se met à bouger, et leurs lèvres se touchent accidentellement. Mugak réagit aussitôt en disant que c'était juste dans le cadre de l'enquête, tandis que Chorim, gêné, détourne le regard. Heureusement, après cette journée épuisante, ils finissent par découvrir un détail important, la boutique de chaussures dégage une forte odeur de curry. En fait, un an auparavant, cette boutique était un restaurant de curry, et sur la photo de la collègue avec son petit ami, on voit clairement qu'ils sont dans un restaurant de curry, et non dans une boutique de chaussures. Cela signifie donc que ces photos ont été prises il y a un an, et non la veille comme la collègue l'avait prétendu. Comme prévu, une fois les preuves présentées au commissariat, la collègue n'a plus rien à dire et finit par avouer qu'elle est bien la voleuse qui a pris l'argent de son supérieur. Le patron commence alors à s'excuser sincèrement auprès d'Aeuri, mais celle-ci, blessée, refuse de lui pardonner et décide de quitter son travail. À peine cette affaire terminée, Chorim et Mugak aperçoivent la voiture du docteur Baek-kyung. Il est à l'intérieur, les yeux fermés. Mugak frappe aussitôt à la vitre pour l'arrêter, mais le docteur ne réagit pas. Quand Mugak ouvre la portière, il découvre que Baek-kyung est déjà mort. Ignorant encore la vérité, Mugak est fou de rage. L'homme qu'il croyait être l'assassin de sa sœur est mort, et il ne pourra jamais obtenir justice. Mais quand les médecins légistes arrivent sur place pour examiner le corps, ils trouvent un code barre sur le bras du docteur Baek-kyung. Cela prouve que le véritable tueur est en réalité quelqu'un d'autre, totalement hors des soupçons de Mugak. La personne
personne que Mugak soupçonnait jusqu'à présent devient soudainement une victime. Alors, qui est le véritable meurtrier? Cette question ne cesse de tourmenter Mugak. Shorim, de son côté, remarque une odeur d'alcool sur le corps du docteur Baek-kyung, mêlée à un parfum étrange qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Grâce aux caméras de surveillance, la police parvient à identifier le visage du chauffeur qui a conduit Baek-kyung jusqu'au parking souterrain. L'homme n'a rien fait de mal. Mais comme il a déjà un casier pour violence, il devient immédiatement le principal suspect. Cependant, quand les policiers l'interrogent, il découvre qu'il n'est qu'un simple chauffeur assigné à une course. Il les emmène alors jusqu'au bord d'un lac où il affirme avoir été envoyé pour récupérer un homme endormi et le déposer ensuite dans le parking de la police. Mais l'appel reçu par le chauffeur provenait d'un numéro prépayé, et l'abonnement a été résilié depuis déjà 3 mois. La propriétaire du lieu de pêche affirme que la voiture du docteur Baek-kyung est garée là depuis la veille au soir, précisément à 23h45. Samedi, Mugak se rend immédiatement auprès de Jae pour lui demander ce qu'il faisait à cette heure-là, mais comme Jae avait déjà préparé un alibi solide, il répond sans aucune hésitation. Il dit qu'il était au restaurant en train de créer un nouveau plat avec le sous-chef. Ce dernier confirme également qu'à 23h50, il a vu la voiture de Jae sortir pour aller chercher du vin et des épices, ce qui prouverait que Jae était bien au restaurant à 23h45. L'alibi est si parfait que Mugak ne peut rien faire d'autre que repartir. Frustré, sur le chemin du retour, il se souvient que la veille, le docteur Baek-kyung l'avait appelé pour lui fixer un rendez-vous afin de lui parler, mais qu'il ne s'était jamais présenté. Mugak décide alors d'aller voir l'infirmière de Baek-kyung. Celle-ci lui donne l'adresse d'un entrepôt où le docteur avait l'habitude d'aller pour y entreposer des affaires. Mugak se rend immédiatement à l'entrepôt. Par hasard, Jae s'y introduit lui aussi en douce. En effet, le docteur Baek-kyung lui avait un jour dit une phrase énigmatique: le poisson rouge doit rencontrer l'ermite. Obsédé par les livres, Jae n'a jamais pu oublier cette phrase, ce qui le pousse à venir ici pour en percer le sens. Sur place, il trouve 2 ouvrages intitulés L'ermite et le poisson rouge, qu'il emporte rapidement, juste avant l'arrivée de Mugak. Lorsque Mugak entre dans l'entrepôt, il sent tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange, mais en sortant pour vérifier, il ne voit plus personne. Il suffit d'un court moment d'inattention, Jae en profite pour lui planter un coup de couteau dans le ventre. Le sang se met à couler abondamment, et Mugak s'effondre au sol. Heureusement, ses collègues arrivent à temps et l'emmènent à l'hôpital, sauvant ainsi sa vie. Dès qu'elle apprend la nouvelle, Shorim se précipite à l'hôpital, un bento dans les bras, le cœur rempli d'inquiétude. Shorim ne peut pas retenir ses émotions ni ses larmes en voyant Mugak allongé sur son lit d'hôpital. La procureure réalise alors que le meurtre du docteur Baek-kyung a brisé la logique des 12 mois et 7 jours, ce qui prouve que ce dernier avait découvert la vérité sur le tueur, et qu'il a donc été éliminé plus tôt que prévu. À ce moment-là, Jae joue le rôle du gentilhomme. Il cuisine avec Shorim, puis apporte les plats à l'hôpital pour les policiers. Il fait mine de partager un repas avec eux, tout en surveillant Mugak. Son véritable objectif est de s'introduire discrètement dans la chambre de Mugak pour l'éliminer définitivement, mais juste au moment où il s'apprête à agir, la procureure entre dans la pièce, l'empêchant de passer à l'acte. En discutant avec lui, elle remarque qu'il ne semble pas du tout affecté par la mort de sa petite amie ni de son ami proche, bien qu'il tente de se justifier en disant qu'il est quelqu'un qui fait face directement aux difficultés. Elle comprend que faire face n'est pas la même chose que ressentir de la douleur. Au beau milieu de la nuit, un homme déguisé en policier s'introduit discrètement dans la chambre d'hôpital de Mugak, mais la procureure, qui s'était cachée dans la pièce d'en face, est déjà en alerte. Sous le lit de Mugak, une arme a aussi été dissimulée, prête à servir. Lorsque tous les policiers surgissent et pointent leurs armes vers l'intrus, ils découvrent avec surprise qu'il ne s'agit que d'un acteur engagé pour faire diversion. Le plan pour piéger le véritable tueur a donc échoué, car ce dernier avait deviné la faille. L'homme engagé affirme que la personne l'ayant recruté l'a contacté uniquement par téléphone et lui a transféré l'argent directement, sans jamais le rencontrer. Le numéro utilisé était un téléphone jetable, rendant toute identification impossible. Jae est un homme intelligent, et plus un criminel est intelligent, plus il devient dangereux. De son côté, Shorim rend visite à Mugak et l'emmène faire une petite promenade pour qu'il prenne l'air et récupère plus vite, mais alors qu'elle le pousse doucement, elle glisse accidentellement, et Mugak manque de tomber dans la pente. Plus ils passent de temps ensemble, plus leur lien devient fort. Shorim appelle Mugak en visio pour qu'il choisisse ce qu'il veut manger. Elle viendra cuisiner chez lui. Mugak se coiffe devant le miroir, tandis que Shorim applique du rouge à lèvres, mais une fois dans la cuisine, ils se chamaillent sans arrêt. Pendant le dîner, Shorim confie qu'elle a perdu la mémoire à la suite d'un accident, et que c'est pour cette raison qu'elle accorde tant de valeur à ce qu'elle vit actuellement. La proximité entre eux devient alors trop intense pour que Mugak puisse encore retenir ses sentiments. Il prend la main de Shorim, puis l'embrasse. À peine leurs lèvres se séparent que Shorim, prise de gêne, invente un prétexte. Il se fait tard, elle attrape rapidement son sac et quitte l'appartement, craignant de ne plus pouvoir se contrôler si elle restait plus longtemps. Pendant ce temps, au commissariat, la procureure et le chef de la police découvrent enfin pourquoi les caméras n'avaient pas enregistré la voiture du docteur Baek-kyung sur l'autoroute ce fameux samedi soir. En effet, il y a de fortes chances que la voiture du docteur ait été dissimulée dans un camion, et comme prévu, il retrouve un camion suspect. C'est exactement celui qui était stationné près du lieu de pêche entre 23h et minuit le samedi soir. Le criminel devient de plus en plus audacieux. Alors la procureure emmène Mugak rencontrer l'inspecteur Choi, espérant qu'il leur révèle où se cache le seul témoin encore en vie. Mugak lui explique que cette jeune fille porte le même prénom que sa sœur, ce qui a conduit le meurtrier à tuer sa sœur par erreur. Conscient du danger extrême que représente
présente le tueur, l'inspecteur Choi refuse de révéler l'identité de sa fille adoptive, craignant qu'elle ne soit en danger si elle est exposée, mais au même moment, après avoir lu les livres L'Ermite et le Poisson Rouge, ainsi que la lettre laissée par le docteur Baek-kyung, Jae découvre lui aussi l'existence de ce témoin. Cela signifie donc que la fille qu'il a tuée autrefois était une erreur, mais il n'a pas encore deviné qui est la véritable témoin. En se faisant passer pour un ami du docteur Baek-kyung, il retourne à l'entrepôt à la recherche d'indices, et y découvre le dossier médical de In-song, l'ancien nom de Chorim. Pendant ce temps, Mugak suit discrètement l'inspecteur Choi pour découvrir où il cache le témoin, mais en chemin, il tombe sur Chorim et perd la trace de l'inspecteur. Une fois rentré à la maison, Chorim apprend que son père adoptif prépare un transfert de poste. Il prévoit de quitter la ville pendant un moment, afin que personne ne découvre qu'il a un lien avec elle, une manière de la protéger. Jae, étant un psychopathe, a une habitude macabre. Avant de tuer ses victimes, il les enferme pour qu'elles écrivent un journal intime, dans lequel elles livrent leurs derniers mots et pensées. C'est ainsi qu'il possède les journaux intimes de la top modèle, du docteur Baek-kyung, et même de la mère de Chorim. Grâce à cela, il apprend que Chorim aime la soupe d'algues aux oursins. Le lendemain, invité sur une émission culinaire, Jae choisit justement ce plat à préparer. À la fin de l'émission, Chorim demande à emporter le plat, sachant que s'il ne trouve pas preneur, il sera jeté. Elle l'apporte à Mugak pour qu'ils le dégustent ensemble, mais dès la première bouchée, Chorim se met soudainement à pleurer. Elle ne retrouve pas ses souvenirs d'enfance, mais les sensations, elles, sont toujours là. C'est le goût du plat que sa mère lui préparait autrefois. Chorim ne comprend pas pourquoi elle pleure, elle ressent simplement qu'elle a dû subir une perte immense. Pour la réconforter, Mugak lui prend la main et l'emmène se promener, sans qu'il ne s'en rende compte. Il se retrouve devant chez Chorim. Comme il se fait tard, Chorim décide de rentrer chez elle. Au moment de se dire au revoir, aucun des deux ne veut se quitter, alors Mugak lui demande s'il peut passer la nuit chez elle, mais ils ne dorment pas ensemble. L'un s'installe dans le salon, l'autre reste dans la chambre, et tous deux passent la nuit à s'échanger des messages. Le lendemain, pour aider Chorim à se souvenir du visage de sa mère, Mugak lui montre différentes formes de visage, mais comme il ne s'agit que de croquis réalisés par la police, même après un moment, elle ne parvient toujours pas à se rappeler. Au même moment, Jae envoie un de ses hommes à l'ancien hôpital pour récupérer le dossier médical de Chorim. Cependant, le responsable de l'archive appelle immédiatement Mugak pour le prévenir. Une fois informé, Mugak signale aussitôt à la procureure qu'il soupçonne la personne intéressée par le dossier de la fille du couple assassiné d'être le véritable coupable. C'est pourquoi Mugak demande au responsable de dire à l'homme venu chercher le dossier que celui-ci a été transféré à Jeju. L'homme informe alors Jae exactement de la même manière. Personne n'a vu le visage du tueur, et toutes ses victimes ont été réduites au silence. À ce stade, le seul espoir de la police repose donc sur la fille du couple assassiné. Elle est sûrement encore en vie, il faut absolument la retrouver et la protéger, mais avant tout, ils doivent tendre un piège pour capturer le meurtrier. Mugak pense qu'il est tombé dans le piège et l'attire dans un lieu où il pourrait venir récupérer le dossier médical. Quand la police intervient pour menotter un suspect, Mugak aperçoit au loin une silhouette bien plus suspecte. Il reconnaît tout de suite l'homme qu'il a vu à l'entrepôt du docteur Baek-kyung. Il se lance immédiatement à sa poursuite, et les deux hommes finissent par entrer dans une maison abandonnée. Le tueur saute par la fenêtre, ce qui lui cause une blessure au bras, mais il parvient tout de même à échapper à la poursuite de Mugak. Quant à l'homme suspect que la police a attrapé, il ne s'agit encore qu'un complice payé, comme à chaque fois. Cependant, cette fois-ci, le suspect laisse un morceau de vêtement et une trace de sang sur une barre de fer. Il suffit d'une analyse ADN pour obtenir des informations sur le coupable. La procureure propose alors de prélever du sang au chef Jae, car lors de leur précédente conversation, elle avait déjà ressenti des soupçons à son égard. Elle décide donc d'aller le voir directement. Jae explique qu'il a été adopté aux États-Unis et que ses parents sont morts dans un accident de voiture sur une route côtière, mais lorsqu'il enlève sa veste et que la procureure voit sa blessure au bras, ses soupçons s'intensifient. Elle retourne immédiatement au commissariat pour informer ses collègues, et leur demande de demander un mandat afin de prélever un échantillon de sang de Jae pour l'enquête. Un peu plus tard, Mugak et deux de ses collègues se rendent chez Jae. Ce dernier tente de justifier sa blessure en prétendant s'être accroché à un bord d'armoire en acier dans la cuisine. Mais Mugak ne veut rien entendre. L'échantillon de sang de Jae est alors ramené au commissariat. En attendant les résultats de l'analyse ADN, la procureure insiste, Jae doit être strictement surveillé, il ne faut absolument pas qu'il prenne la fuite, mais lorsque les résultats tombent, l'équipe d'enquête est déçue, les ADN ne correspondent pas, et pour cause, ce n'était pas Jae que Mugak poursuivait ce soir-là, mais un sosie engagé par lui. Jae, rusé, avait laissé exprès des traces de sang sur les lieux, puis était rentré chez lui se blesser volontairement à l'aide d'une fourchette, sans montrer le moindre signe de douleur. Ensuite, comme si de rien n'était, Jae continue à se rapprocher de Chorim, allant jusqu'à l'aider à passer à la télévision. Après être rentré chez lui, Jae devine que Mugak viendra s'excuser de l'avoir suspecté. Profitant de l'occasion, Jae emprunte le téléphone de Mugak, prétendant appeler son propre numéro pour retrouver son appareil, mais en réalité, il y installe un logiciel d'écoute. Mugak, accablé par la culpabilité, ne se doute de rien. En quittant la maison de Jae, il accompagne Chorim faire du shopping pour choisir une tenue, car elle va continuer à tourner dans l'émission culinaire grâce au soutien de Jae et à l'intérêt que lui porte le réalisateur, mais comme il n'aime pas voir la fille qu'il apprécie trop jolie aux yeux des autres, Mugak trouve chaque tenue pas terrible. Il finit même par la supplier de ne pas participer à l'émission, sans jamais lui expliquer clairement pourquoi. Chorim, trouvant son comportement injuste et incompréhensible, s'énerve et s'en va. Ensuite,
Ensuite, Shorim décide de rapporter toutes les affaires à Mugak car c'est lui qui les avait achetées pour elle, mais en chemin, elle croise la procureure, et les deux finissent par aller boire un verre et manger du barbecue ensemble. Shorim laisse échapper que si elle s'est fâchée, c'est parce que Mugak refuse d'être son petit ami mais veut tout de même contrôler sa vie. Plus complice qu'avant, Shorim demande à la procureure de l'aider à reconstituer le visage de sa mère d'après ses souvenirs entre femmes, et grâce à son expérience, la procureure réussit à dessiner un visage assez proche de ce que Shorim a en mémoire, mais à ce moment-là, elle ne se doute encore de rien, il est déjà tard, alors elles rentrent chacune chez soi. En arrivant chez elle, Shorim découvre un autre cadeau envoyé par G pour fêter son passage à la télévision, et comparé à la tenue que Mugak lui avait offerte, celle de G est bien plus jolie. Mais le lendemain, Shorim choisit tout de même la robe jaune que Mugak lui avait complimentée par message. Bien sûr, G lit aussi ce message, en voyant que Shorim ne porte pas la robe qu'il lui avait offerte. G comprend la relation sentimentale entre elle et Mugak, il pense en silence que c'est peut-être mieux ainsi, ce sera plus facile de les manipuler plus tard. La chance semble vraiment sourire à Shorim en ce moment, elle est sélectionnée pour une émission célèbre, et en plus, l'homme qu'elle aime lui fait sa déclaration. Ce jour-là, Mugak l'invite à sortir et lui avoue ses sentiments ouvertement, ce qui touche profondément Shorim, mais elle se sent un peu mal à l'aise, car elle est habillée très simplement, sans maquillage, et manque de confiance en elle. Quant à la procureure, après avoir imprimé le portrait de la mère de Shorim, elle remarque à quel point il ressemble à celui de la femme assassinée. En comparant les deux portraits, il s'avère qu'ils se ressemblent à 95%, c'est à ce moment-là que Shorim vient voir la procureure. En la regardant, la procureure trouve qu'elle ressemble beaucoup à la fille du couple assassiné, mais lorsque Shorim lui demande à voir le croquis, la procureure le cache discrètement et l'invite à entrer pour continuer la reconstitution du visage commencée la veille. Profitant d'un moment où Shorim sort acheter à boire, elle prend en photo sa carte d'identité à son insu. En recherchant le numéro dans la base de données, elle découvre que le père de Shorim est en réalité l'inspecteur Choi, cela signifie donc qu'elle est sa fille adoptive, et aussi la témoin tant recherchée. Le lendemain soir, en poursuivant un pervers, Shorim se retrouve accidentellement au milieu d'une grande route face au phare d'une voiture qui fonce droit sur elle. Des souvenirs lui reviennent soudain, le moment où, enfant, elle avait été percutée par une voiture devant chez elle. Quelqu'un l'a poursuivi, un homme dangereux, mais Shorim ne parvient pas à se souvenir de son visage, ni de ce qu'il lui a fait. Elle commence à travailler dans le restaurant de G. Ce dernier lui demande comment reconnaître des ingrédients frais. Shorim, qui n'est pas spécialiste dans ce domaine, ne sait pas répondre, mais elle propose une idée, la décoration du plat peut donner plus d'appétit aux clients. Puis, pour illustrer ses propos, elle colle des graines de pastèque sur son visage, faisant rire G. Shorim est la première personne dont G se souvient du visage sans avoir besoin de reconnaître sa voix. Pendant ce temps-là, en se promenant dans la rue, Mugak repère l'inspecteur Choi, il décide alors de le suivre discrètement jusqu'à un café. À sa grande surprise, le policier vient y rencontrer le chef de la police. Choi demande au chef de la police un dossier confidentiel, puis écrit quelque chose sur un post-it du café. Mugak, malin, emprunte le bloc de post-it et frotte doucement au crayon à papier. Les lettres apparaissent rapidement. Province du Gangwon, est-ce que ce serait le lieu de résidence de l'inspecteur Choi? Mugak transmet immédiatement l'information à la procureure, mais ce qu'il ignore, c'est que l'appel secret est intercepté par G. Quand Mugak dicte l'adresse, G est déjà prêt avec papier et stylo. Désormais, tout dépendra du temps. Celui qui retrouve Choi en premier remportera la partie. Mugak, de son côté, ne reste pas inactif. Il retourne à l'ancien entrepôt du docteur Baek-kyung pour chercher ce que ce dernier voulait lui dire avant sa mort, mais tout ce qu'il trouve, c'est une étagère avec deux espaces vides, deux livres manquent. À part ça, rien de concret. Le parquet arrive aussi avec une longueur de retard. Lorsque la procureure arrive sur les lieux, l'inspecteur Choi est déjà monté dans la voiture de G. Un minute plus tôt, G a fait semblant de tomber sur la voiture de Choi, ce qui lui permet de faire monter la victime sous le nez de la procureure. Le patron du restaurant, sachant que Choi est un policier à la retraite qui ne veut pas être dérangé, ment à la procureure en lui disant qu'il n'y a personne de ce nom ici. Celle-ci envoie alors un message à Mugak, lui reprochant de lui avoir donné une mauvaise adresse, mais Mugak est certain de ne pas s'être trompé. Peu après, Shorim appelle à son tour pour lui dire qu'elle arrivera avec 2 heures de retard, car le chef du restaurant est sorti et la charge de travail est plus importante que prévu. Mugak ne s'en soucie pas vraiment, il fait alors appel à un serrurier professionnel pour forcer la porte de la maison de G et y mener son enquête. Quant à G, il ne raccompagne Choi qu'après le départ de la procureure. Pendant ce temps, Mugak descend dans la cave de G. L'endroit contient bien les ingrédients culinaires comme G l'avait affirmé. Il fait le tour de la maison sans rien remarquer de suspect, alors qu'il continue à fouiller. G errant, Mugak n'a d'autre choix que de retenir la porte, mais un petit chien dehors se met à aboyer sans arrêt. Shorim accompagne G pour tourner une émission culinaire. Chez lui, elle reconnaît alors l'odeur familière de Mugak, même si elle ignore pourquoi Mugak s'est introduit chez G. Elle décide de l'aider en brisant un verre d'eau pour créer une diversion. Profitant du moment où G va chercher une trousse de secours, Mugak s'échappe discrètement. Dehors, il explique à Shorim pourquoi il s'est introduit chez G. Il le soupçonne d'être le meurtrier de sa sœur, assassinée des années plus tôt. Il n'a aucune preuve, mais son instinct lui dit que c'est lui. Shorim compatit profondément à la douleur de Mugak face à la perte de sa sœur. Il lui montre même une photo d'elle pour lui redonner le sourire. Shorim l'invite chez elle pour manger des nouilles et regarder l'émission dans laquelle elle vient d'apparaître à la télévision. Peu après, tous les proches de Shorim lui envoient des messages de félicitations.
révélation. Le lendemain, au poste de police, la procureure prend soudain une décision inattendue. Elle exclut Mugak de l'équipe spéciale, l'interdisant de continuer l'enquête sur le tueur au code barre. Elle a compris que Mugak cherche à résoudre l'affaire avant tout pour venger la mort de sa sœur. Dans cet état d'esprit, il risque d'agir de manière précipitée, d'arrêter la mauvaise personne ou de faire fuir le véritable coupable. Mugak essaie de la convaincre, mais la procureure reste inflexible. Au même moment, alors que l'émission est en plein tournage dans la maison du chef, une ancienne camarade de classe reconnaît Shorim et l'interpelle en l'appelant par son ancien nom. J'ai entend tout. Shorim est troublé. N'est-ce pas le nom de la sœur de Mugak? Alors qu'elle essaie d'y voir plus clair, G lui demande de descendre à la bibliothèque chercher un livre de cuisine. C'est là qu'elle tombe sur une lettre écrite par le docteur Baekkyung avant sa mort, adressée à elle. Pourquoi le docteur Baekkyung l'appelle-t-il par le même nom que la sœur de Mugak? Cela voudrait-il dire qu'elle est celle dont le nom a causé la mort de la véritable sœur de Mugak? Bouleversé, Shorim n'a pas le temps de réagir qu'une main se pose brutalement sur son épaule. G la surprise. Son regard devient glacial, totalement différent de son attitude habituelle. Il lui demande ce qu'elle est en train de faire. Tremblante, Shorim serre la lettre contre elle, la cache derrière son dos. Cette lettre lui est destinée. Alors pourquoi est-ce G qui la détient? Shorim explique qu'il s'agit simplement d'un script et que son comportement étrange vient de l'inquiétude qu'elle ressentait. Quelqu'un arrive à ce moment-là et G est obligé de laisser passer. Son regard redevient doux, comme à son habitude. Suite à cet incident, Shorim se rend immédiatement à la nouvelle adresse de son père adoptif pour l'interroger sur sa véritable identité. Il lui a toujours dit qu'il était son père biologique et que sa mère était décédée, mais Shorim a toujours ressenti un malaise face à cette version. C'est alors que l'inspecteur Choi lui révèle la vérité. Elle a perdu la mémoire à la suite d'un accident, et c'est lui qui s'est occupé de l'affaire. N'ayant pas eu le cœur de la laisser seule, il a décidé de l'adopter. Quant à ses parents biologiques, il n'a jamais voulu en parler, de peur que cela ravive des souvenirs trop douloureux. Shorim comprend ce qu'il a voulu protéger, et elle lui est profondément reconnaissante de l'avoir élevé. De son côté, Mugak affirme à ses collègues qu'il trouvera lui-même le meurtrier de sa sœur. Ses collègues, touchés par sa douleur, acceptent de l'aider. Deux d'entre eux invitent la procureure à dîner. Elle cherche d'abord une excuse pour refuser, mais lorsqu'ils lui disent que le chef d'équipe l'attend déjà au restaurant, elle se voit obligée de les suivre. À ce moment-là, Mugak en profite pour s'introduire discrètement dans le bureau de la procureure. Il consulte les dossiers concernant le couple assassiné avec leur fille, mais ce qui le frappe, c'est le nom de Shorim qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur, ainsi qu'un portrait robot de la mère de Shorim que cette dernière avait demandé à la procureure de dessiner. Mugak commence à se poser des questions. Est-il possible que Shorim soit en réalité la témoin au nom identique, celle dont l'identité aurait causé la mort de sa propre sœur? Le lendemain, Mugak confronte la procureure. Il lui demande si c'est à cause de cela, parce que Shorim est une témoin clé, qu'elle l'a écarté de l'enquête, craignant que ses sentiments personnels n'influencent ses décisions et ne compromettent le bon déroulement de l'affaire. La procureure ne nie pas, peu importe les promesses de Mugak, elle refuse de le réintégrer dans l'équipe. Mugak décide alors de se rendre à l'adresse que lui a donnée l'inspecteur Choi, dans l'espoir de le retrouver et de tout lui demander en face, mais arrivé au milieu du pont, il se fait barrer la route par la voiture de G. De retour du village, les deux hommes descendent de voiture, les salutations sont teintées de sous-entendus provocateurs. Mugak insinue que G est le coupable, tandis que celui-ci garde son calme, répondant à moitié sur le ton de la plaisanterie, car il sait très bien que Mugak n'a aucune preuve. Mais soudain, le téléphone de Mugak vibre, et presque en même temps, celui de G aussi. Mugak, rapide d'esprit, comprend immédiatement. Si G connaît l'adresse de l'inspecteur Choi, c'est parce qu'il l'a espionné. En écoutant ses appels, Mugak se précipite alors à la pension où logeait M. Choi, mais on lui annonce que ce dernier vient tout juste de faire ses valises et de partir, il y a seulement quelques minutes. À ce moment-là, M. Choi est déjà monté dans la voiture de G, qui joue le rôle du bon samaritain en lui proposant de le déposer quelque part. Impuissant, Mugak n'a d'autre choix que de rentrer. Plus tard, en mangeant avec ses collègues, il passe un coup de fil à l'un d'eux, mais uniquement pour insulter G. À travers l'appel, il le traite de tous les noms et jure qu'il finira par l'arrêter. Son collègue, surpris, lui demande pourquoi il l'insulte sans raison. Mugak lui explique que son téléphone est sur écoute et qu'il s'est servi de cet appel pour s'adresser à G. directement. Le soir venu, Shorim l'attend à l'endroit où il s'était donné rendez-vous. Elle lui envoie plusieurs messages, mais Mugak ne répond pas. Il est pourtant là, de l'autre côté de la rue, à l'observer en silence, mais incapable d'affronter son regard. Il monte dans un bus et s'éloigne. Mugak ne sait plus ce qu'il ressent, ses pensées sont confuses, son cœur en désordre. Ne voyant pas son petit ami venir, Shorim pense qu'il est occupé, alors elle décide d'aller directement au commissariat pour le voir. Là-bas, elle entend par hasard les collègues de Mugak parler d'un détail troublant. La sœur de Mugak aurait été tuée à cause d'une confusion de nom avec une témoin du double meurtre des pêcheurs. Shorim ne comprend pas, de quoi parle-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle serait cette fameuse témoin? Et surtout, est-ce vraiment à cause d'elle que la sœur de Mugak a été tuée? Lorsqu'elle apprend que le médecin en charge de cette témoin à l'époque n'était autre que le docteur Baekkyung, elle est encore plus bouleversée. Shorim, effondrée par la révélation, se rend alors dans un endroit isolé pour pleurer. Elle est incapable de faire face à Mugak, et lui non plus ne vient pas vers elle. Tous deux s'évitent ainsi pendant toute une journée, mais le soir venu, Mugak se tient devant la porte de Shorim. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mugak fait comme si de rien n'était, il sourit à Shorim, lui parle avec douceur, mais elle, incapable de faire semblant, n'arrive pas à être joyeuse. Une fois à l'intérieur, ils commencent à cuisiner ensemble, comme un couple
couple heureux, mais en réalité, une distance invisible semble déjà s'être installée entre eux. Shorim, pour lui faire plaisir, prépare son plat préféré, des crêpes coréennes. Mugak, de son côté, fait abstraction de tout le reste et choisit simplement de l'aimer. Il essaie même de la faire rire, avec sa maladresse tendre. Le gâteau d'anniversaire arrive, ils chantent ensemble, font un vœu, puis Mugak souffle les bougies. Son souhait, passer son prochain anniversaire avec Shorim, encore, mais Shorim, elle, a peur que plus il en saura sur elle, plus il la rejettera. Mugak la regarde dans les yeux, et lui affirme avec certitude, peu importe ce qu'il découvrira, il ne la détestera jamais. Mais Shorim finit par dire qu'elle est fatiguée, pour pousser doucement Mugak à rentrer. En réalité, elle essuie discrètement ses larmes, elle aurait aimé qu'ils rentrent ensemble. Comme toujours, arrivé devant la maison de Mugak, c'est lui qui insiste pour la raccompagner cette fois. Mais Shorim le regarde et lâche une phrase déchirante, séparons-nous. Mugak, bouleversé, lui demande pourquoi, quelle est la raison. Shorim répond simplement qu'il n'y en a pas, c'est elle qui l'a décidé, c'est tout. Puis elle détourne le regard, essuie furtivement ses larmes, monte dans un taxi et s'éloigne, laissant Mugak figé sur place, le cœur brisé, incapable de dire un mot. De retour chez lui, Mugak repense à tous les souvenirs partagés avec Shorim, à quel point ils étaient heureux, et il se dit que si seulement il n'avait pas eu de passé, tout aurait été tellement plus simple. Le lendemain, Shorim se rend auprès de la procureure pour lui demander un logiciel permettant de restaurer la mémoire. La procureure accepte de l'aider. Shorim veut se rappeler le visage du meurtrier le plus vite possible pour qu'il soit arrêté. Elle demande aussi à la procureure de réintégrer Mugak dans l'équipe d'enquête, mais sans lui dire qu'elle participe elle aussi à l'affaire. La procureure informe Shorim que G est actuellement le principal suspect et lui interdit d'entrer en contact avec lui, mais Shorim pense au contraire que, puisqu'elle peut rester près de lui, cela représente une opportunité à ne pas manquer. De son côté, Mugak essaie d'appeler Shorim, mais elle ne décroche pas. À ce moment-là, la procureure tient sa promesse, elle convoque Mugak et lui rend officiellement sa place dans l'équipe d'enquête. Pendant ce temps, G commence à se méfier de M. Choi. En effet, tout le monde pense que le couple de pêcheurs assassinés étaient les deux premières victimes. Pourtant, M. Choi semble savoir qu'ils étaient en réalité les troisièmes, ce qui laisse entendre qu'il connaît l'identité de la première victime, donc peut-être aussi celle du meurtrier. G se demande comment M. Choi peut avoir cette information. Malgré ses interrogations, il continue de le garder enfermé chez lui. Quand M. Choi lui dit qu'il fait partie d'une association de soutien aux familles de victimes, G, avec un sourire faux, lui donne 30 000 wons pour contribuer un peu à l'effort. Le tueur fait mine de faire un don pour aider M. Choi à retrouver l'assassin, mais il lui tend ensuite une tasse de café avec une attitude très suspecte. Il observe M. Choi boire, avec un regard glacial et meurtrier. Pendant ce temps, la procureure prend un café avec Shorim. Elle lui demande le numéro de téléphone de son père adoptif, M. Choi, puis retourne au commissariat pour informer Mugak. Shorim pense que c'est à cause d'elle que la sœur de Mugak a été tuée. C'est seulement maintenant que Mugak comprend que c'est cette culpabilité qui a poussé Shorim à rompre. Il se précipite immédiatement dehors pour partir à sa recherche. À ce moment-là, Shorim est assise à un arrêt de bus lorsqu'elle reçoit un message de son père. Il lui dit qu'il a trop bu, lui envoie une adresse et lui demande de venir le chercher. En parallèle, la police analyse le numéro de téléphone fourni par Shorim et découvre que ce téléphone se trouve justement à cette même adresse. Shorim envoie un message au procureur pour lui dire qu'elle est en route pour retrouver son père, mais quand il la rappelle, elle ne fait pas attention à son téléphone. N'ayant pas d'autre choix, la procureure décide d'appeler Mugak pour lui transmettre l'adresse afin qu'il retrouve Shorim à temps et lui évite tout danger. Shorim s'avance alors pas à pas dans une autre villa en périphérie appartenant à G, pendant que ce dernier, caché dans un coin, tient le téléphone de son père à la main. G surgit derrière elle, ce qui la fait paniquer. Elle se couvre la bouche pour ne pas crier. Il lui caresse les cheveux, exactement comme autrefois, et lui demande si elle le reconnaît. Terrifiée, Shorim n'ose pas faire un bruit, mais c'est alors qu'elle perçoit soudain l'odeur de Mugak. La lumière s'éteint brusquement, profitant de l'obscurité. Shorim prend la fuite. L'obscurité devient alors son allié. Elle peut voir les odeurs, alors que G, déjà atteint de prosopagnosie, se retrouve complètement perdu dans le noir. Il ne voit plus rien. Il tâtonne dans l'obscurité, mais quand la lumière se rallume, Shorim a déjà disparu. Mugak attrape sa main et l'entraîne dehors. Il tient une arme, prêt à tirer, mais réussit à se contenir. Il se contente d'assommer G. Tous les deux courent à l'intérieur pour chercher l'inspecteur Choi, mais il reste introuvable. Shorim perd connaissance, obligeant Mugak à quitter les lieux pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Heureusement, deux collègues arrivent à temps. Ils ne peuvent pas arrêter G, mais réussissent à l'empêcher de tuer l'inspecteur Choi. G refuse de laisser la police entrer dans la maison. Il prétend que Choi est simplement ivre et qu'il dort dans une chambre. Il leur dit qu'il va aller le réveiller. Une fois à l'intérieur, G efface rapidement les messages et cache la seringue. Mais entre-temps, l'inspecteur Choi s'est déjà réveillé. G fait semblant que tout va bien, le salue calmement, puis le conduit dehors pour que les deux agents puissent le vérifier. L'inspecteur Choi affirme qu'il va bien, et va même jusqu'à s'excuser auprès de G. Il rentre ensuite chez lui en taxi, sans se douter que G le suit discrètement, découvrant ainsi l'adresse de la maison où vivent le père et la fille. Pendant ce temps, Shorim se réveille à l'hôpital. Elle révèle à Mugak que G souffre de prosopagnosie. Il est incapable de reconnaître les visages, et ne peut s'orienter qu'à travers les voix. Une gêne s'installe alors entre eux. Sur le toit de l'hôpital, Mugak lui confie qu'il refuse leur rupture. Il ne veut pas qu'elle porte seule la responsabilité de la mort de sa sœur, mais Shorim, rongé par la culpabilité, ne peut s'empêcher de penser qu'elle ne mérite pas son amour.
De son côté, l'inspecteur Choi finit par accepter officiellement que Chorim soit le témoin de l'affaire. Il confie à Mugak le soin de bien veiller sur sa fille. Pourtant, lorsque Mugak propose à Chorim de rentrer avec lui, elle refuse. Il ne peut qu'espérer qu'elle pensera à l'appeler une fois rentrée chez elle. Malgré tout, Mugak la suit discrètement jusqu'à sa maison, mais à sa grande surprise, l'intérieur a été complètement fouillé. En entendant le cri de Chorim, il se précipite à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe. Ce lieu n'est clairement plus sûr pour elle. J'ai emporté une photo de Chorim pour tenter de reconnaître son visage, une tâche manifestement difficile pour lui. Il pense toujours que c'est la maison de l'inspecteur Choi, et envoie la photo comme celle du témoin dont ce dernier lui a parlé, sans se douter qu'il s'agit de Chorim. Il prend même soin de marquer quelque chose au dos de l'image. Pour sa sécurité, Chorim emménage alors chez Mugak. Quant à lui, il prévoit de loger temporairement chez un ami ou au commissariat. Après tout, vivre ensemble, homme et femme, risquerait d'être un peu embarrassant. Cette nuit-là, Mugak reste assis dans sa voiture, devant la maison, pour veiller sur Chorim. Le lendemain matin, alors qu'ils sortent ensemble, une voisine les croise et les prend pour un jeune couple fraîchement marié. Elle leur adresse ses félicitations, ce qui rend Mugak tout sourire tandis que Chorim, elle, devient toute gênée. Au commissariat, Chorim insiste auprès du procureur. Elle veut servir d'appât pour pousser G.E. à faire une erreur, mais pour la procureure, c'est beaucoup trop risqué. L'équipe de police se réunit alors pour chercher un moyen de piéger G.E. La seule solution envisageable, aider Chorim à retrouver la mémoire. Quand Mugak apprend que Chorim veut aller elle-même chez G.E. pour récupérer la photo, il accourt immédiatement. Il ne peut pas laisser la femme qu'il aime se jeter ainsi en plein danger. Chorim et la procureure pensent que G.E. ignore encore que Chorim est en réalité le témoin. Selon eux, il ne se méfiera pas d'elle, ce qui lui permettra de récupérer facilement la photo. Aujourd'hui, une séance de tournage est prévue chez G.E. C'est l'occasion idéale. Les collègues de Mugak remettent à Chorim un livre équipé d'une caméra cachée et d'une oreillette pour rester en contact, ainsi qu'un collier muni d'un bouton d'alerte sonore. Chorim est prête à se rendre chez G.E. Celui-ci l'accueille avec un grand sourire, mais elle, tout ce qu'elle ressent, c'est de la peur. À l'extérieur, une voiture de police est postée, prête à intervenir au moindre signal. Chorim n'a que 5 minutes pour retrouver la photo, tandis que G.E. est concentrée sur le tournage de sa recette. Elle descend discrètement. Dans son bureau, il ne reste qu'une minute lorsqu'un membre de l'équipe de tournage l'appelle pour reprendre sa scène, mais elle, ignorant tout cela, est encore en bas, en train de poser le livre caméra dans le salon. Heureusement, elle réussit à placer discrètement la caméra et remonte à temps. Quand G.E. ouvre la porte de l'ascenseur, Chorim a déjà trouvé une excuse. Elle dit que sa chaussette est trouée, et que comme la salle de bain du haut est réservée aux hommes, elle a hésité à y entrer. G.E. ne se doute de rien et presse simplement Chorim de retourner au tournage. Une fois la séance terminée, Chorim suit les instructions du procureur. Elle laisse volontairement son portefeuille dans les toilettes, afin d'avoir un prétexte pour revenir plus tard et récupérer la caméra. Elle réussit ensuite à rejoindre la voiture de Mugak. Voyant qu'elle tremble encore de peur, Mugak l'emmène manger pour qu'elle se détende un peu. Après le repas, ils se promènent ensemble. Mugak lui confie son souhait. Une fois l'affaire résolue, il aimerait retourner avec elle sur l'île de Jeju, leur région natale, mais Chorim, elle, ne promet qu'une chose, aller avec lui se recueillir sur la tombe de sa sœur pour pouvoir lui présenter ses excuses. Pendant ce temps, les policiers chargés de surveiller la caméra voient G.E. apparaître à l'image. Il tient la photo de Chorim dans ses mains. Peu après, il passe un appel à un détective privé, lui demandant de retrouver la trace d'une personne qui vivait à Jeju il y a 3 ans, et il donne alors l'ancien nom de Chorim. Demain, G.E. remettra la photo au détective. Ce qu'il ignore, c'est que sa conversation a été enregistrée à son insu. Du côté de Mugak et Chorim, cette dernière découvre que Mugak a dormi dans la voiture toute la nuit pour lui laisser sa chambre. Touchée, elle lui dit de rentrer dans la maison, et propose qu'ils vivent ensemble. Mugak est ravi. Chorim prend le matelas pendant que Mugak s'installe sur le canapé. Tous deux discutent tranquillement de l'aménagement de la maison, comme un couple fraîchement marié. Le lendemain matin, la police fabrique une fausse photo à partir du portrait d'origine, dans le but de la remplacer par celle que G.E. détient. Mugak confie la fausse photo à Chorim, en lui disant qu'elle doit faire l'échange avant 15 h, car G.E. a rendez-vous avec le détective à 16 h. Dans la cuisine, G.E. enlève sa veste pour cuisiner. C'est le moment parfait. Chorim en profite pour subtiliser discrètement son portefeuille, avant de le replacer exactement à sa place. La photo a bien été échangée. Peu avant 16 h, Chorim annonce à G.E. qu'elle a oublié son portefeuille chez lui. G.E. lui dit immédiatement de venir le récupérer, car lui, il a un rendez-vous et ne peut pas l'accompagner. Chorim appelle Mugak pour le tenir au courant. Elle va maintenant récupérer la caméra. Mugak lui répond qu'il est dans les parages, et l'encourage à faire vite, mais à peine a-t-elle raccroché qu'un collègue lui demande de l'aider à porter des affaires. Elle accepte, laissant son téléphone sur la table. Au même moment, alors que G.E. est en chemin, le détective privé l'appelle pour lui dire qu'il a repéré plusieurs inspecteurs en filature. La rencontre est donc annulée. Aussitôt, G.E. sort la photo pour la vérifier. Comme il le redoutait, la marque qu'il avait faite au dos a disparu. Il comprend qu'il a été piégé, et retourne immédiatement chez lui. De son côté, Mugak, inquiet que Chorim soit en danger, essaie de l'appeler. Mais elle a laissé son téléphone derrière elle, et elle est déjà arrivée chez G.E. Dans la cave, G.E. découvre le livre étrange. Il le prend directement, regarde la caméra en face et provoque volontairement la police. Mugak tente de contacter Chorim par talkie-walkie, mais sans succès. Le signal de la caméra est coupé. Il se précipite alors vers la maison de G.E. Au même moment, Chorim descend elle aussi à la cave par l'ascenseur. Quand les
les portes s'ouvrent, elle tombe nez à nez avec G.E., il lui sourit et lui demande si elle est venue chercher son portefeuille. Avant de lui dire de fouiller à sa guise pendant qu'il prépare du café, mais lorsque les portes de l'ascenseur se referment, son sourire disparaît, G.E. commence à se méfier de Shorim. Shorim, tremblante, s'assied au sol pour reprendre son calme, puis fait de son mieux pour se contrôler et sortir. Elle veut rentrer tout de suite, mais G.E. l'en empêche et insiste pour qu'elle reste boire un café. Shorim confie à Mugak qu'elle a perçu une odeur étrange émanant de G.E., la même que celle qu'elle avait sentie sur le corps du docteur Baek-kyung. Ce qui est curieux, c'est qu'au restaurant, G.E. ne dégageait pas cette odeur, mais qu'elle est apparue une fois qu'il était rentré chez lui. Cela signifie donc qu'il cache quelque chose dans sa maison. Il décide alors d'en parler au procureur. Lorsque Shorim révèle qu'elle peut voir les odeurs, tout le monde est stupéfait et a du mal à y croire. Il décide donc de tester cette capacité. On lui demande d'identifier, grâce à son don, à qui appartiennent les objets cachés derrière une armoire. Elle réussit avec une précision absolue, laissant tous les policiers bouche bée, et sa capacité est immédiatement confirmée. Quelques instants plus tard, Shorim parvient à suivre la trace olfactive d'un voleur de sac à main qui venait de s'échapper du commissariat. Maintenant que tout le monde commence à faire confiance à Shorim, Mugak révèle qu'il a perçu une odeur étrange dans la maison de G.E., une odeur qui, selon lui, provient forcément de l'endroit où G.E. retient et tue ses victimes. La police décide alors d'étudier les plans du bâtiment pour préparer une perquisition, mais de son côté, G.E. feuillette de nouveau le journal qu'il avait forcé la mère de Shorim à écrire, et y découvre qu'à l'époque du lycée, Shorim avait une amie très proche appelée Mina. Il comprend que s'il retrouve Mina et lui pose quelques questions sur son ancienne meilleure amie, il pourra découvrir l'identité du témoin. Pendant ce temps, la police envisage une autre solution pour raviver la mémoire de Shorim, retrouver un ami d'enfance à elle. Par ailleurs, comme G.E. a modifié sa maison pour y ajouter une pièce secrète illégale, Mugak obtient un mandat et vient inspecter les lieux avec ses collègues, mais même après avoir fouillé toute la bibliothèque, ils ne parviennent pas à localiser la pièce cachée. G.E. jubile face à l'impuissance de Mugak, mais ce dernier le prévient, tôt ou tard, il le fera mettre en prison. La procureure réussit à retrouver une ancienne amie de Shorim. Il demande à Yeonmi d'aider Shorim à retrouver la mémoire, tout en lui précisant de ne pas évoquer la mort de ses parents. De son côté, G.E. parvient à retrouver Mina, la meilleure amie de Shorim au lycée. Pendant ce temps, Shorim rencontre Yeonmi, même si elle ne se souvient de rien, elle ressent tous deux suite une certaine affection pour elle. Yeonmi lui promet alors d'organiser une rencontre avec leurs anciens amis pour discuter tous ensemble et raviver les souvenirs. Après avoir accompagné Yeonmi, Mugak et Shorim vont manger ensemble. Mugak goûte au piquant du plat pour la première fois depuis longtemps, un signe que ses nerfs sensoriels commencent peut-être à se régénérer. Ensuite, ils passent du temps à s'amuser tous les deux, savourant enfin un peu de bonheur partagé. De son côté, G.E. se fait passer pour un proche de Shorim et réussit à duper son amie Mina. Il apprend ainsi que le groupe d'amis d'enfance de Shorim prévoit de se retrouver bientôt. Il suggère à Mina de les inviter dans un restaurant qu'il connaît bien, en promettant que le repas y sera offert. L'information parvient rapidement au procureur, qui en informe à son tour Mugak. Comme le restaurant est un établissement chinois et non celui de G.E., tout le monde accepte, mais la police décide tout de même d'envoyer des agents pour assurer la protection. Très vite, le jour de la rencontre arrive, Mugak et la procureure accompagnent Shorim au restaurant. Mugak ouvre les portes des différentes salles privées pour vérifier les lieux, mais il passe devant celle où 3 hommes d'âge mûr sont installés. Sans s'y attarder, il ignore que G.E. s'est déguisé en homme d'âge moyen. Shorim entre alors dans la dernière salle, où l'attendent ses anciens camarades de classe. Juste à côté se trouve la pièce où est caché G.E. Pendant ce temps, les 2 policiers chargés de surveiller sa maison préviennent la procureure qu'ils n'ont toujours pas vu G.E. en sortir. Dans la pièce d'en face, G.E., incapable de voir les visages à cause de l'angle, tente de reconnaître la voix de celle qu'il cherche. Grâce aux conversations échangées entre les filles, il comprend que cette personne a perdu la mémoire et qu'elle est apparue à la télévision avec lui. Il en est désormais certain. Il s'agit de Shorim. Sous le choc, il reste figé, incapable de croire que le témoin tant recherché se trouvait sous ses yeux depuis tout ce temps. Après le repas, Shorim réussit à se réintégrer peu à peu dans son groupe d'amis, même si ses souvenirs ne sont toujours pas revenus. De son côté, Mugak remarque les hommes d'âge mûr qui quittent le restaurant en même temps que le groupe de Shorim. Intrigué, il les suit et découvre qu'il s'agit en réalité de sans-abri. L'un d'eux lui révèle qu'un inconnu leur a proposé un repas gratuit et leur a donné des vêtements pour jouer ce rôle. Saisi d'un mauvais pressentiment, Mugak se précipite à l'intérieur pour rejoindre Shorim, mais il est déjà trop tard. G.E. est juste derrière elle, en train de la suivre discrètement. Au moment même où Mugak appelle Shorim et qu'elle s'apprête à lui répondre, G.E. la surprend en lui couvrant la bouche avec un chiffon imbibé de chloroforme. Il la porte ensuite jusqu'à sa maison par une entrée secrète, ce qui explique pourquoi les policiers postés à la porte principale ne l'ont pas vu passer. G.E. enferme Shorim dans une pièce vitrée, la même où il a déjà séquestré plusieurs victimes auparavant, puis, comme si de rien n'était, il se rend à la cuisine pour préparer le dîner. Une fois le repas prêt, il le descend au sous-sol pour l'apporter à Shorim, mais à sa grande surprise, c'est la procureure qui se retourne vers lui. Comme G.E. ne peut toujours pas voir son visage clairement, il engage la conversation sans méfiance. Ce n'est qu'au moment où la procureure prononce son nom que G.E. réalise ce qui se passe. Pendant ce temps, Mugak est en route transportant Shorim jusqu'à la maison de G.E. pour l'arrêter et le ramener au poste. Mugak laisse Shorim dans la voiture, puis force la serrure et fait irruption dans la maison. Il frappe G.E. qui tombe violemment au sol. Mugak lui pointe une arme sur la tempe, exigeant de savoir où se trouve la procureure. Il est à 2 doigts de tirer, mais
mais parvient à se retenir. Deux policiers et Shorim arrivent juste à temps pour l'en empêcher. Ils retiennent Mugak pendant que les agents maîtrisent Gee. Mugak descend aussitôt au sous-sol pour chercher la procureure. Dans la salle de détention, la procureure aperçoit Mugak, mais malgré ses cris, il ne peut pas l'entendre. L'équipe n'a d'autre choix que de retourner au commissariat pour trouver un moyen de la libérer. Pendant ce temps, Gee sort un carnet et demande au procureur d'y écrire l'histoire de sa vie, afin qu'il puisse y apposer un code barre, comme il l'a fait avec ses autres victimes. De son côté, Mugak retourne au restaurant pour examiner les caméras de sécurité et découvrir qui a réservé la salle ce jour-là, mais c'est un vieil homme inconnu qui a payé l'addition. Alors, Mugak emmène le vieil homme au restaurant de Gee pour lui demander si c'est bien Gee l'homme avec qui il a dîné l'autre jour, mais comme Gee était déguisé en homme d'âge moyen à ce moment-là, le vieil homme ne le reconnaît pas. Cela fait déjà 3 jours depuis que la procureure a été enlevée. Elle est désormais forcée d'écrire sa biographie, sous peine d'être tuée immédiatement. La procureure verse un peu de parfum, contenu dans son collier, sur sa main, puis elle saisit le poignet de Gee avant qu'il ne parte. Comme elle avait acheté ce parfum avec Shorim quelques jours auparavant, elle sait que ce geste permettra à Shorim de reconnaître l'odeur, et en effet, pendant que Gee signe des livres pour ses fans, Shorim détecte l'odeur du parfum sur sa main. Elle décide alors d'aller le voir et le supplie de la capturer à la place, en échange de la libération de la procureure. Shorim ne veut pas qu'une autre personne prenne sa place, elle préfère mourir plutôt que de vivre avec ce poids sur la conscience, mais Gee, méfiant, pense qu'elle est venue pour le piéger. Il refuse donc sa proposition, même si, au fond, c'est bien elle qu'il veut capturer. Plus tard, il raconte cette rencontre à la procureure. Celle-ci comprend alors que le tueur oblige ses victimes à écrire leur vie parce qu'il veut posséder leur existence. Lors d'un nouvel échange avec lui, elle partage son hypothèse. Quand il était enfant, Gee n'était pas réellement atteint de prosopagnosie, mais il avait été maltraité. C'est cette peur des autres qui l'aurait poussé à devenir aveugle au visage. Gee ne nie pas. Il lui demande alors si, selon elle, il a envie de tuer Shorim. Si elle devine la bonne réponse, il lui accorde 3 heures de plus à vivre. La procureure répond non. Gee réagit aussitôt. Mauvaise réponse. Elle perd ainsi les 3 heures de vie supplémentaires. 5 jours se sont écoulés, mais la police n'a toujours pas retrouvé la procureure. Il ne reste qu'un seul jour avant que celle-ci ne soit tuée. C'est alors que Shorim reçoit un message de Gee. Il accepte de libérer la procureure, à condition d'échanger sa liberté contre celle de Shorim. La police saute sur l'occasion et élabore un plan. Shorim devra s'approcher de Gee pour découvrir le passage secret, ce qui permettra ensuite de sauver à la fois la procureure et elle. Shorim suit les instructions envoyées par Gee. Elle parvient à trouver une clé cachée dans un casier public. Mugak se fond dans la foule et reste tout près d'elle. Dans le casier, elle découvre un autre téléphone. Gee lui ordonne d'utiliser celui-là et de laisser son propre téléphone dans le casier. Gee donne à Shorim 30 minutes pour se rendre au complexe sportif. Mugak appelle immédiatement ses collègues pour qu'ils s'y dirigent aussi, mais Gee, toujours aussi rusé, change les plans et ordonne à Shorim d'aller au parc du bonheur. Shorim est obligé de courir, suivi par 3 policiers à pied. Arrivé au parc, elle découvre que Gee se trouve dans une voiture garée juste en face. Il lui demande de prendre une boîte placée sous un banc. À l'intérieur, un mouchoir imbibé de chloroforme. Gee exige qu'elle s'endorme elle-même, en lui expliquant que s'il ne voit personne s'approcher d'ici quelques instants, alors il viendra la récupérer. Mugak n'a toujours pas localisé la position exacte de Gee, tandis que ce dernier presse sans relâche Shorim de respirer le gaz. Shorim finit par perdre connaissance. Gee descend aussitôt de sa voiture pour s'approcher d'elle. De son côté, Mugak envoie une alerte à son équipe. Il se rend immédiatement au véhicule de Gee, y place un traceur GPS et verse de l'eau au sol pour que l'odeur y reste imprégnée. De son côté, alors que Gee s'apprête à emmener Shorim, un jogger arrive juste à temps pour la sauver. Gee, impuissant, n'a d'autre choix que de fuir. Le jogger est en réalité un policier. Il crie de toutes ses forces pour attirer l'attention des passants, forçant Gee à prendre la fuite avec son téléphone. Ce que Gee ignore, c'est qu'à chaque pas, il laisse derrière lui une trace olfactive que Shorim pourra suivre. Shorim se réveille dans une ambulance. Les policiers activent immédiatement le GPS pour localiser Gee et se lancent à sa poursuite. Mugak montre à Shorim l'odeur laissée par l'eau transparente qu'ils ont versée dans sa voiture. Grâce à cela, ils arrivent à l'endroit où Gee a garé son véhicule. Il ne reste plus que 2 heures avant que la procureure ne soit en danger. Guidé par l'odeur, Shorim tente de suivre la piste, mais alors que tous avancent en se fiant à cette trace invisible, la pluie commence soudainement à tomber. Avec la pluie, les odeurs sont emportées. Le don de Shorim devient alors inutile. Pendant ce temps, dans la cellule, Gee est stupéfait. Le journal intime de la procureure n'est qu'un tissu de mensonges. Il n'arrive pas à l'accepter. La procureure lui révèle aussi qu'une autre de ses victimes, la voyante qui l'avait tuée, avait également menti dans son journal. Elle n'avait pas abandonné son enfant pour un homme, mais pour suivre sa foi religieuse. Gee est sous le choc. Jusqu'à présent, il croyait que face à la mort, les gens finiraient toujours par dire la vérité. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il a perdu dans le jeu qu'il pensait maîtriser, mais malgré les paroles de la procureure, Gee prend quand même son journal. Pour lui, ce sera la nouvelle vie de sa prochaine victime. Gee colle un code barre sur le journal. Dans 1 heure, il tuera la procureure. Dehors, il pleut toujours. Impuissant, les policiers n'ont d'autre choix que de chercher un abri temporaire. C'est alors que Mugak aperçoit une grand-mère et sa petite fille en train de dessiner. Une idée lui vient soudain à l'esprit. Utiliser de la peinture noire, ou toute autre matière, pour faire ressortir l'odeur malgré la pluie. Il ne reste que 30 minutes. Ils n'ont plus une seconde à perdre. Aussitôt, il demande à quelqu'un de répandre de la sciure de bois sur le sol mouillé, et
comme prévu, l'odeur réapparaît rapidement. Grâce à cela, Shorim repère une trappe menant au sous-sol, dissimulée sous une bâche. Les policiers se séparent alors en deux groupes, l'un descend au sous-sol, l'autre bloque la porte principale. À l'intérieur, Gee a déjà libéré un gaz toxique dans la pièce où se trouve la procureure, l'empêchant de respirer 3 secondes après qu'elle a perdu connaissance. Mugak et son équipe forcent la porte et pénètrent dans la pièce. Gee est stupéfait de voir apparaître deux policiers. Mugak pointe son arme vers la vitre et Gee baisse la tête pour le provoquer. Ses collègues réussissent rapidement à sortir la procureure de la pièce, tandis que Gee, ne pouvant rester plus longtemps, s'enfuit à son tour. Il rassemble à la hâte les journaux intimes de ses victimes, sans se douter que Mugak l'a déjà rattrapé et le met en joue, arme pointée sur sa tête. Gee ne montre aucune peur, il provoque froidement Mugak en lui révélant que c'est lui qui a tué sa sœur. Pris par l'émotion, Mugak perd son sang-froid et tire une balle dans l'épaule de Gee. Malgré sa blessure, Gee tente encore de s'enfuir avec les journaux, mais à la sortie, un autre groupe de policiers l'attend déjà, arme à la main, juste avant d'être menotté. Gee ne pense qu'à une chose, les journaux intimes des victimes. Pour lui, c'est la seule vie qui compte, celle qu'il croit s'être appropriée. Emmené à l'hôpital à temps, la procureure a échappé à la mort. Le chef de la police annonce que grâce à elle, l'équipe a pu capturer le tueur en série. À la fin du temps de visite, tout le monde quitte la chambre pour laisser la procureure se reposer. Mugak et Shorim peuvent enfin respirer un bon coup et partager un repas ensemble. Fait surprenant, Mugak se sent rassasié après avoir bien mangé, ses sens commencent à revenir petit à petit, il ne reste plus qu'à Shorim de retrouver la mémoire, mais ce qu'elle ignore, c'est que cette mémoire cache un passé douloureux. Ce soir-là, dans son sommeil, Shorim rêve de son enfance, elle revoit clairement le visage de ses parents, mais en un instant, ils disparaissent, ce qui la fait fondre en larmes. Entendant ses cris, Mugak monte rapidement et lui prend la main. Mugak prend Shorim dans ses bras pour la réconforter, lui disant que tout ira bien. En larmes, Shorim avoue qu'elle a tout retrouvé en mémoire, c'est Gee qui a tué ses parents, puis provoqué l'accident qui l'a blessé. Le souvenir douloureux fait couler ses larmes sans fin. Le lendemain matin, dans la salle d'interrogatoire, la police reste impuissante, Gee ne prononce pas un mot, il ne daigne parler que lorsque Mugak entre dans la pièce, lui demandant pourquoi il met autant de temps à venir le voir. Mugak ressent une haine profonde envers ce meurtrier, mais la loi interdit de tuer, ce qui permet à Gee de rester là, en toute sécurité, pour le faire craquer et le pousser à tout avouer à la police. Mugak sort plusieurs carnets dont la couverture ressemble à celle du journal intime d'une des victimes, et les brûle juste devant ses yeux. Gee n'a pas peur de mourir, mais il redoute par-dessus tout de perdre les vies qu'il a volées aux autres. Gee finit par céder, impuissant, et promet d'avouer toute la vérité, suppliant Mugak d'arrêter de brûler les carnets. À ce moment-là, il est misérable. La procureure, satisfaite, entre pour commencer l'interrogatoire, tandis que Mugak apporte à Shorim le journal de ses parents. Les souvenirs d'enfance ressurgissent petit à petit. C'était une famille heureuse, brisée à jamais par un meurtrier pervers. Tous ses proches ont disparu, il ne reste plus que Shorim, seul au monde. Mugak, lui aussi, est profondément attristé, mais heureusement, ils se sont trouvés, et peuvent désormais guérir ensemble de leurs blessures. De retour dans la salle d'interrogatoire, Gee raconte en détail chacun de ses meurtres. Son visage trahit une souffrance non pas liée au remords, mais à la perte de ses journaux. Peut-être même que mourir 100 fois ne suffirait pas à expier les crimes qu'il a commis. Après l'interrogatoire, Mugak demande un moment en tête-à-tête avec Gee, il lui détache une main, et Gee, avec un visage menaçant, lui lance qu'ils se reverront, qu'il fera tout pour le retrouver. Mugak lui propose de prononcer des excuses pour toutes ses victimes, mais Gee préfère parler du plaisir qu'il ressentait en tuant. Cela rend Mugak furieux, il lui assène un coup de poing pour venger sa sœur, puis deux autres pour les parents de Shorim. La police entre ensuite pour emmener Gee. L'affaire enfin résolue, toute l'équipe se réunit autour d'un barbecue. La procureure remercie sincèrement tout le monde pour leur coopération qui a permis l'arrestation du meurtrier. Chacun a contribué à sa manière, chacun a joué un rôle essentiel. Après cette affaire, la procureure annonce qu'elle retournera à son ancien poste. En entendant cela, l'émotion gagne tout le monde. Après le repas, de retour chez eux, Mugak et Shorim prévoient de retourner sur l'île de Jeju pour visiter leur ville natale. En secret, Mugak part acheter une bague pour surprendre Shorim. Le lendemain, ils arrivent enfin dans leur région d'origine. Ils se rendent d'abord au columbarium pour se recueillir devant les cendres des parents de Shorim. Ce n'est que maintenant qu'elle peut enfin leur rendre visite, les larmes aux yeux. Elle n'arrive pas à contenir sa douleur. Mugak, de son côté, fait silencieusement la promesse de prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. Puis ils vont sur la tombe de la sœur de Mugak. C'est là qu'ils trouvent les mots pour lui exprimer tout ce qu'ils gardent au fond du cœur depuis si longtemps. Après avoir accompli ces gestes importants, tous deux se sentent soulagés, apaisés. Ils décident ensuite de visiter l'aquarium, l'ancien lieu de travail de Mugak. S'il n'était pas arrivé ce drame, il y travaillerait peut-être encore aujourd'hui comme plongeur. C'est à cet endroit même que Mugak fait sa proposition. Il lui demande qu'il se marie ici, là où tout a commencé. En réalité, Mugak avait déjà imaginé une belle surprise pour Shorim, un coffre de voiture rempli de ballons et une banderole avec une déclaration d'amour. Il est sûr qu'elle aurait été folle de joie, mais tout cela, ce n'était qu'un scénario dans sa tête. En vérité, il a bien acheté une bague de fiançailles, mais il n'a pas encore trouvé le courage de faire sa demande. Il s'imagine alors la scène parfaite, une demande en mariage devant une fontaine, avec les applaudissements des passants. Comme bénédiction, pourtant, lorsque Shorim lui pose une question directe, Mugak panique et cache la bague à nouveau. Il prévoit de l'emmener près de la fontaine pour faire sa demande, mais un autre couple est déjà là pour la même chose. C'est à ce moment-là qu'il découvre que Shorim déteste
déteste les demandes en mariage public, alors, il change de plan et l'emmène dans un parc d'attractions, tandis que Shorim part acheter des boissons. Mugak a une nouvelle idée, cacher la bague sous le sable pour créer une demande spontanée, mais cette fois, le sort s'en mêle, il perd la bague et ne parvient plus à la retrouver sous les grains de sable. Shorim ne comprend pas depuis quand Mugak aime autant creuser dans le sable, elle le regarde, perplexe, passer d'un coin à l'autre comme un enfant. Finalement, exaspérée, elle le réprimande en lui demandant d'arrêter ses jeux puérils. Mugak, incapable de lui expliquer ce qu'il cherche vraiment, finit par abandonner la bague. Heureusement, il est ingénieux, il emmène Shorim dans un autre parc, illuminé de mille feux, avec un décor féerique. Là, Mugak emprunte le flacon de parfum de Shorim, grimpe sur un pont, et utilise le parfum pour écrire une phrase de demande en mariage sur la rambarde. Après tout ce qu'ils ont traversé, ce geste simple mais sincère touche profondément Shorim, qui accepte avec émotion. Fou de joie, Mugak la prend dans ses bras. C'est alors que Shorim sort doucement de sa poche la bague que Mugak avait perdue dans le sable. Elle l'avait retrouvée grâce à son parfum distinctif, mais elle avait choisi de ne rien dire, préférant attendre que Mugak trouve lui-même le moment juste pour faire sa demande. Quant à Gee, il reste seul dans l'obscurité de sa cellule, repensant à tout ce qu'il a fait. Cette nuit-là, Shorim fait un cauchemar. Gee s'introduit chez Mugak et l'attaque par surprise. Mugak lui avait dit qu'un des deux devrait mourir, alors dans ce rêve, Gee le frappe au visage avec un haltère. Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve, mais comme souvent dans les dramas, les rêves prédisent la réalité. En effet, au commissariat, tout le monde apprend que le fourgon transportant Gee est tombé soudainement dans le fleuve Han, et que le criminel est désormais introuvable. 5 jours plus tard, lors d'un échange entre les deux commissaires, on apprend que les recherches ont été officiellement arrêtées, que Gee est désormais considéré comme mort, et que l'affaire est classée. La hiérarchie décide immédiatement de récompenser l'équipe d'enquête pour leur travail exceptionnel. Peu à peu, les choses prennent une tournure plus sereine. Le chef d'équipe, après avoir eu plusieurs garçons, accueille enfin la naissance d'une petite fille. Le sous-chef retrouve enfin sa compagne, après de longs mois de relations à distance. Quant à la procureure, elle devient professeure de criminologie à l'université. Mugak, lui, démissionne de la police pour redevenir plongeur, son métier de rêve, celui qu'il a toujours aimé. Shorim, de son côté, poursuit sa passion pour le théâtre, même si son directeur exigeant refuse toujours de reconnaître son talent. Mugak et Shorim s'apprêtent à se marier. Avant le grand jour, ils se tiennent devant la caméra pour enregistrer une vidéo de remerciement. Leur mariage se déroule rapidement, dans l'aquarium où Mugak travaille désormais, entouré de leurs amis proches, de leurs anciens collègues, mais aussi de toute la troupe de théâtre y compris le directeur, devenu fan secret de Mugak. Dans la loge de la mariée, Shorim se prépare avec émotion, ses amis débarquent pour lui offrir leurs vœux les plus sincères. Ces filles représentent sans doute les plus beaux fragments de son passé, un passé qui l'a mené jusqu'à ce moment de bonheur. La cérémonie de mariage commence officiellement. Mugak entre le premier, suivi de la mariée, Shorim, mais au même moment, dans la loge, Gee apparaît soudainement, applaudissant ironiquement pour féliciter la future mariée. La procureure, affolée, interrompt la cérémonie pour annoncer que Shorim a disparu. Le pire cauchemar de Mugak vient de se réaliser. Pris de panique, il se précipite à l'extérieur pour chercher sa femme. Tous les invités se mobilisent aussitôt, se répartissant les zones pour participer aux recherches. De retour au commissariat, il visionne les caméras de surveillance et découvre avec stupeur que Gee est bel et bien en vie. Il a emmené Shorim dans une ambulance. Malgré tous ses crimes, il semble déterminé à en commettre encore. La police parvient à localiser le véhicule. Mais Gee, toujours aussi rusé, a déjà changé de voiture. À l'intérieur du nouveau véhicule, Shorim est ligoté. Gee lui affirme qu'il ne lui fera pas de mal. Sa véritable cible, dit-il, c'est Mugak. Shorim frotte discrètement la bague contre une substance susceptible de nuire à Mugak, puis la jette hors du véhicule. Lorsque la police retrouve l'ambulance abandonnée, elle est déjà vide, mais Mugak repère la bague à l'extérieur, et remarque une poudre suspecte incrustée sur le diamant. Il la rapporte aussitôt pour l'analyser. Le soir même, Gee appelle Mugak sans aucune gêne. Il lui ordonne de venir seul dans l'ancienne maison de Shorim, et le prévient, s'il tente quoi que ce soit, il tuera Shorim. Par amour et pour protéger sa femme, Mugak choisit de ne rien dire à ses collègues. Pourtant, la procureure remarque rapidement son comportement étrange. Mugak arrive à l'ancienne maison de Shorim. Gee accepte alors de le laisser parler à sa femme. En entendant sa voix et constatant qu'elle est toujours en vie, Mugak est momentanément soulagé. Une fois l'appel terminé, Gee révèle à Shorim que l'objet en question n'est autre qu'une bombe artisanale extrêmement puissante. Si Mugak met le pied dessus, il mourra sur le coup, et Shorim n'aurait, elle non plus, aucune chance de s'en sortir. Gee transporte alors la bombe jusqu'à la nouvelle maison du couple Mugak, Shorim, et la dissimule sous le paillasson à l'entrée. Ensuite, il retourne à son propre logement et appelle Mugak, lui ordonnant de rentrer chez lui immédiatement. Shorim, impuissant, secoue la tête pour essayer de prévenir son mari, mais elle ne peut rien faire pour l'arrêter. Pendant ce temps, au commissariat, la police parvient à localiser Mugak en traçant son téléphone. De son côté, la procureure identifie enfin la substance trouvée sur la bague. Elle entre bien dans la composition d'un explosif artisanal, mais il est trop tard. Mugak déverrouille la porte et entre dans la maison. De l'immeuble d'en face, Gee suit chacun de ses pas avec une précision cruelle. À exactement 3h01, une détonation assourdissante retentit, la maison explose, des flammes s'élèvent et une fumée noire s'échappe violemment des fenêtres. Gee affiche alors un sourire satisfait. De retour chez lui, il annonce froidement à Shorim que son mari est mort dans l'explosion. Il imbibe un mouchoir de produit anesthésiant, prêt à se débarrasser d'elle aussi, mais contre toute attente, Shorim ne montre ni
ni peur ni tristesse, parce que Mugak est là, à ses côtés. Mugak se précipite et pousse violemment Gee au sol avant de détacher sa femme, mais Gee réagit rapidement et réussit à poignarder Mugak avec un couteau. Soudain, des sirènes de police retentissent à l'extérieur, forçant Gee à prendre la fuite. Malgré sa blessure, Mugak se lance à sa poursuite, déterminé à ne pas le laisser s'échapper. Une lutte acharnée s'engage entre les deux hommes sur le toit du bâtiment. Bien qu'endommagé, Mugak possède une force physique supérieure et prend l'avantage. Au moment où il lève une barre de fer, prêt à en finir une bonne fois pour toutes, Gee le supplie de l'épargner. Feignant la reddition, Gee se laisse menotter, mais profite d'un moment d'inattention pour attraper une poignée de sable et la jeter au visage de Mugak. Il enchaîne en le frappant violemment avec une matraque. Dans un dernier élan de rage, Gee tente d'éliminer Mugak, mais le destin en décide autrement. C'est lui, le tueur, qui trouve la mort, une fin tragique, mais aussi une juste rétribution, le prix qu'il devait payer pour ses crimes. Mugak reste figé, bouleversé devant le corps sans vie de Gee. Enfin, il a pu venger sa petite sœur. En réalité, Mugak avait compris qu'il s'agissait d'un piège, et toute l'équipe de police avait réussi à neutraliser la véritable bombe. L'explosion n'était qu'une mise en scène orchestrée à l'aide d'un faux engin. L'affaire des meurtres au code barre est désormais close, mais pour Mugak et Shorim, la vie de couple ne fait que commencer. Ensemble, ils s'attellent à organiser leur nouveau foyer. Partager ces moments du quotidien devient une manière d'approfondir leur lien, de bâtir une complicité durable. Il n'oublie pas de rendre visite au père adoptif de Shorim, cet homme qu'il a aimé et protégé comme sa propre fille. Pour elle, il est un véritable père. Shorim choisit d'ailleurs de ne pas reprendre son ancien nom, préférant garder celui que lui a donné son père adoptif, un symbole fort de son désir de laisser derrière elle les douleurs du passé, et d'embrasser pleinement une nouvelle vie remplie de bonheur et de lumière. Et voilà, le film se termine ici. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de suivre cette histoire avec nous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.